Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Fille Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Donc je vais enlever un petit panneau pour qu'il ait une visibilité. Oh, on a une petite commère par ici. Bon bah écoute, bonjour à toi. Bonjour. Je suis trop contente, petite interview en face à face, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve en ce moment ? Eh bien écoute, on se trouve dans mon appartement à Nancy. À Nancy. Là, visiblement où tu as fait tes études. Exactement. Est-ce que tu peux dire peut-être ton prénom avant que je place un peu le contexte ? Bien sûr, je m'appelle Hélène, je suis native de Nancy. Et ça fait 8 à 9 ans maintenant que j'ai quitté Nancy et que j'ai bourlingué dans différents pays pour le travail. Est-ce que tu peux nous dire ton âge ? Oui, je vais avoir 37 ans le mois prochain. Ok, t'es né quelle date ? 31 mars. Ok, c'est bientôt effectivement. Oui. Bah t'as dit le mois prochain, mais c'est ça aussi. Laissez-moi espérer que c'est dans un mois. Je veux pas te... Bon alors, à la fin du mois, je passe un cap. C'est ça. Donc Hélène, si je suis chez toi aujourd'hui, c'est parce que Marjorie nous a mis en contact. Marjorie qui fait partie de l'équipe Fille Expat. Et comme toutes celles et ceux, je sais pas si vous êtes nouvelles par ici, mais en général, j'aime pas trop en savoir sur mes invités. D'ailleurs, là, on était en train de boire le café, manger des croissants et je lui disais non, arrête de parler. Mais je sais deux choses. Elle m'a parlé d'Afrique et elle m'a parlé de criminologie. Ouais. Donc tu nous diras si c'est correct. Mais avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours à l'étranger, j'ai une question signature du podcast. Comme tu sais, quand on arrive à l'étranger, on peut faire face à certaines différences culturelles. Et moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quelle a été pour toi la plus grosse différence que tu as pu observer et comment tu as fait pour surfer sur cette vague de différences et t'adapter à ça. Ah, c'est une très bonne question, parce que j'en ai deux qui me viennent à moi. Mais je pense que la plus grosse différence culturelle, c'était mon statut. Le fait que je sois une femme célibataire à 36 ans, du coup, lorsque j'ai fait ma dernière mission. Parce que dans les pays dans lesquels je suis allée en majorité, à cet âge-là, on est déjà marié et ça fait partie d'une normalité et d'un épanouissement social, finalement. Si on est marié, on a réussi et du coup, c'est ça la priorité par rapport à l'emploi, par rapport à... Et après, du coup, forcément, pas d'enfants. Et il m'est déjà beaucoup arrivé à ce qu'on cherche à me trouver un mari, du coup, pour que je puisse rester et que je mène à bien ma mission, alors que je suis venue pour travailler. Oui. Donc ça, j'ai senti vraiment que c'était quelque chose de... Et qui faisait qu'on ne m'accordait pas tout de suite l'authenticité ou la légitimité dans ma profession. Parce que si je ne suis pas une femme établie dans la société par mon statut marital, alors est-ce que vraiment je suis de confiance professionnellement ? Il a fallu faire mes preuves pour montrer que même si je ne suis pas mariée, je suis une femme peut-être intelligente ou en tout cas pertinente dans ma profession. Ouais, c'est intéressant ça comme différence culturelle. C'est pas quelque chose auquel on penserait, je pense, mais ouais, intéressant. Et je pense que je peux me retrouver dans ce que tu dis. Parce que j'ai l'impression que même en France ou ailleurs, si t'es une femme, c'est un peu ton devoir de te marier et de faire un enfant. C'est vrai. Et en Colombie, on m'a même dit... mais alors, tu fais quoi d'autre si tu fais pas d'enfant ? En gros, tu sers à rien, quoi. Ouais. Bah non, je peux faire plein d'autres choses. Donc, mais la différence, elle va vraiment jusque... par exemple, dans les recrutements, un CV, comme tu disais, l'Afrique notamment, les gens sur le CV vont mettre le statut marital. Et c'est un critère de sélection pour certains pays de regarder si la personne, elle est père ou mère, et combien d'enfants, et l'âge. Pour avoir voir la responsabilité, la notion d'être capable de prendre des responsabilités, ce qui n'est pas toujours dans la même situation d'ailleurs en France si on compare un peu. Donc ouais, c'était vraiment... Je ne m'y attendais pas. Mm-hmm. Et puis sur le long terme aussi, vraiment, j'ai senti le... Ah mais viens, on va te présenter quelqu'un, ou viens, mais non mais Hélène quand même, il faut que tu aies un mari. T'as jamais envisagé mettre une bague de mariée et faire croire ? Si, j'y ai pensé, sauf que il aurait fallu peut-être après justifier de la rencontre, et là on se retrouve dans un mensonge complètement improbable. Oui. Et puis derrière tout ça, je m'étais pas rendu compte, mais ça engendre aussi, par exemple je suis une fumeuse, si je suis une femme mariée mais que je fume, la question après aurait été de mais ton mari accepte. Et du coup en fait finalement c'était de pire en pire dans la situation, donc j'ai dit bon non j'assume. Autant être authentique. Mais même là, j'avais pas réalisé à quel point c'était important, puisque là, quand j'ai quitté ma mission, c'était vraiment pour eux improbable et ils comprenaient pas. Et là, pour eux, c'était pas tu quittes ta mission, c'était on a failli à la nôtre. En fait, on t'a pas trouvé un mari, c'est pour ça que tu pars. Oh. Ah, j'ai dit non, parce qu'en fait, même si j'avais trouvé un mari, je serais peut-être en effet restée dans le pays. Mais si ma mission en tant que telle ne me convenait plus,
ou n'était pas approprié à mon envie et mes besoins, j'aurais quand même changé. Ça n'a rien à voir pour moi par rapport à un mari ou pas. Donc c'est là où je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose qui se passe. Waouh, ouais, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est leur critère de vie numéro 1, c'est même pas Oui. se nourrir, c'est vraiment non, de trouver un mari. Ouais, trouver un mari. Ok, intéressant. Ouais. Et ça va même doublement plus loin, c'est quand j'ai expliqué que dans mon retour en France, il y avait une possibilité de se questionner sur éventuellement être mère, mais d'un autre modèle. Alors pour eux, c'était choquant que j'envisage d'être peut-être maman par adoption ou autre processus, du fait d'être seule, mais c'était « Ah, mais par contre, c'est quand même un projet d'être une maman ». Et là, c'était « Ah oui, non, c'est bien que tu rentres et que tu te renseignes ». Quand même, donc si t'es pas mariée, mais que tu veux être maman, il y a quand même... et c'était impressionnant pour eux. C'était ça qui était le plus important. Waouh, intéressant. Ouais. Bah, avant qu'on fasse durer le suspense de où tu es partie et qu'est-ce que tu as été faire, d'abord on fait toujours un petit retour en arrière dans Fille Expat, parce que moi je pense que c'est important de poser un peu les bases, de savoir dans quel contexte familial tu as grandi. Bon, tu nous as dit que tu étais à Nancy, si tu avais des frères et sœurs, est-ce que vous aviez l'habitude de voyager, est-ce que dans ta famille des gens vivaient à l'étranger, etc. Donc libre à toi de nous dire, de nous partager ce qui te paraît important. Alors, c'est parti. Eh bien, moi, je suis issue d'une famille de 3 filles. Je suis l'aînée. Parents sont nés dans la région, mais pas à Nancy. Ils ont tous les deux décidé de changer de ville pour les études et ils y sont restés. Mon papa avait un profil professionnel de voyageur. Il voyageait pour le travail à l'international. Donc, je pense que ça m'a toujours... j'ai connu ça finalement quotidiennement, qui partent plusieurs semaines, qui reviennent, qui parlent en anglais, qui parlent de différents pays. Maman est restée à Nancy tout le temps. Mais on n'a pas, que je réfléchisse, non, je pense que je suis la première de la famille à avoir décidé de vraiment quitter officiellement la France pour décider de m'installer à l'étranger. Et on était dans un milieu social plutôt semi-aisé, j'allais dire. Je pense qu'on n'était pas dans le moyen, mais pas non plus dans la richesse. Et mes parents avaient des valeurs éducatives de oui, on a peut-être les moyens, mais par contre, dès 16 ans, tu travailles tous les étés, tes études, tu te les payes toute seule en allant travailler dans les petits boulots, comme le McDonald's, comme les salles de spectacle, comme les babysitting. Tu décides d'aller étudier après dans le sud de la France, d'accord, mais tu vas en cité universitaire. Donc j'ai quand même eu très jeune des valeurs de travail et de développer de soi-même, et en même temps des valeurs faut quand même aller dans les études. C'était important pour mes parents va le plus loin que tu peux. Pour t'ouvrir, il me disait toujours, il faut t'ouvrir les portes. Et après, tu feras tes choix, tu en feras d'autres. Et peut-être que ce que tu auras choisi seront... Parce que finalement, je me suis dirigée vers les études de droit. J'ai été jusqu'à la maîtrise, le master 2. Pour eux, c'était vraiment important. Va au plus loin. Ouais. Mais par contre, je ne suis pas issue d'un modèle où on m'avait cloisonné dans un type de métier. C'était plus, si t'es bonne scolairement, va au plus loin. Si t'es quelqu'un qui est un peu justicière dans tes modes de fonctionnement, va en droit. Mais c'était pas... suis ma carrière d'international ou non, ça c'était pas cloisonné, donc j'ai quand même vécu dans un milieu où on était très ouvert au monde en fait, en règle générale et au possible. Et du coup j'ai fait 3 ans d'études à la faculté de droit à Nancy, qui pour moi étaient les 3 pires années de mes études, parce que j'ai vraiment pas aimé le droit, je me suis pas retrouvée dans le cursus faculté. Je pense déjà le principe d'être à l'université un peu lâché comme ça, l'autonomie, pas comprendre le cadre. Et puis... T'as tenu 3 ans quand même, c'est long 3 ans. Oui, j'ai survécu je pense, parce que vraiment c'était pas agréable, mais en fait je pense que j'étais pas capable de dire ce que je voulais autrement, et surtout j'ai pas réussi, c'est un échec, donc il faut y aller, on y va. Et après j'ai eu quand même la chance de pouvoir aller à l'université d'Aix-en-Provence, où là je me suis spécialisée en droit pénal, expertise comportementale, et c'est là où j'ai touché à la criminologie, et là j'ai vraiment... compris pourquoi le droit ne me plaisait pas. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très fermé sur une thématique, alors que la criminologie, c'est quelque chose qui est ouvert à la psychologie, la victimologie, la psychiatrie, les études policières, mais la partie aussi psychologique. Enfin, vraiment, qu'est-ce qui encadre finalement un passage à l'acte et la notion de victime et la notion de criminel. Et là, je me suis dit, ok, là, on touche à plusieurs sphères, et c'est ça qui me caractérise plus, c'est d'avoir une vision un peu générale et de différents angles et différents spectres de l'individu et du coup d'une situation. Là, je me suis éclatée et j'ai même décidé pendant mes études classiques, j'allais dire, je faisais tous les week-ends des écoles privées pour me former là en criminologie complet. Donc j'ai fait 2 ans à Paris et 2 ans à Aix, où je faisais en plus un autre cursus pour avoir des diplômes universitaires. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était ça qui me faisait vibrer. Et c'est de là que j'ai fait mon premier choix d'expatriation vers le Canada.
parce qu'en fait, on le décrivait le Canada comme le berceau de la criminologie, de l'étude de comportement, des sciences humaines. Et je me suis dit, go, on y va. Ouais, parce que j'aurais dit, le Canada, c'est pas là où il y a le plus de crimes. Ah bah c'est une bonne question. C'est possible qu'il y ait pas mal de crimes au Canada. Mais voilà, moi, et du coup, mon première expatriation au Canada, c'était vraiment un point de vue scolaire. C'était, j'ai validé mon cursus type France. Maintenant, je sais ce qui me plaît, c'est la criminologie. J'ai postulé à l'Université de Montréal. J'ai été acceptée et pouf, je suis partie. Et j'ai atterri donc à Montréal et j'ai vécu une année là. Bah, au départ, une année, mais finalement, j'y suis restée 4 ans. J'ai clôturé à ce moment-là ma première partie de scolarité. Parce que je pensais avoir validé et puis lancer ma carrière en criminologie et études de comportement. Et en fait, ça a été beaucoup moins fluide que je le pensais. Parce que moi, je m'étais imaginée plus dans un profil, comment on dit, un peu criminologue, études de comportement, etc. Et c'est pas si développé en fait encore. C'est des thématiques, mais c'est pas développé. Et en fait, j'ai découvert qu'on avait un domaine qui s'appelle au Canada l'intervention sociale. Donc en fait, c'est d'aller encadrer des jeunes ou des populations un peu plus vulnérables. Mais en les encadrant, tu es dans du développement personnel et tu évites finalement l'arrivée au passage à l'acte parce qu'il y a un encadrement. Et du coup, j'ai trouvé des établissements où j'ai pu travailler avec les jeunes à troubles de comportement ou les jeunes de quartier. Et en étant avec eux quotidiennement, comme un éduc chez nous en fait en France, un éduc-spé, et à force d'être avec eux, ils ne sont pas dans la rue, ils ne sont pas dehors, ils sont entendus, ils sont écoutés et on crée autour d'eux des activités, des choses qui permettent de développer en fonction de leur âge et de leurs problématiques, quelque chose qui leur correspond et qui leur permet d'évoluer et de ne pas avoir envie de se détourner entre guillemets du soi-disant droit chemin, si on peut le qualifier. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un système basé sur la prévention plutôt c'est un peu que sur la réaction. Voilà. Mais une prévention sans être dans une sensibilisation, c'est juste du... au Canada, les jeunes finissent l'école à 14h, donc en fait, on va chercher les jeunes et il y a un centre communautaire et on est tous là. Des 3 ans jusqu'aux 18 ans, 20 ans, et on a des thématiques par groupe et des tranches d'âge, mais le but, c'est un peu de sport, un peu d'activité, un peu de devoirs, et puis beaucoup d'approches comportementales. Par exemple, un jeune qui avait des troubles de comportement, on faisait une météo du comportement. Tu t'es senti comment aujourd'hui ? Tempête et soleil, et pourquoi ? Exprime tes émotions, et comment on peut le travailler ? Et puis il y avait beaucoup de jeunes de seconde génération migratoire et qui, du coup, avaient les parents qui ne parlaient pas la langue et qui se retrouvaient dans un système où eux parlaient la langue, mais les parents ne pouvaient pas accompagner peut-être sur les devoirs ou la compréhension du système, et qui finalement, en seconde génération, n'étaient pas si dans leurs 2 pieds dans le statut d'être dans ce pays-là finalement. Parce que la première génération, ils ont fait ce choix ou pas, mais en tout cas, ils ont une espèce de remerciement envers le pays d'accueil, alors que la deuxième génération était plus dans un c'est comme ça, mais je veux retourner dans mon pays, mais j'y suis jamais allée, quelle est mon identité dans tout ça ? Et ça crée aussi du coup des petits troubles d'adaptation, et on travaillait aussi sur cette notion-là. Et c'était intéressant parce que moi, comme j'avais un statut d'expat, donc un visa, un permis, on a pu aussi avec les adolescents travailler sur ça, en leur disant attends, regarde, finalement le passeport, toi tu as un passeport canadien du fait de tes parents, moi j'ai un passeport où tous les 6 mois il faut que je refasse mon visa, donc regarde un petit peu, il y a d'autres choses. Donc j'ai utilisé aussi ce statut de immigrante, je ne sais pas comment on le qualifie, pour pouvoir intervenir. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais travailler et avec les jeunes dans une situation qui leur était propre, m'adapter, et j'aimais l'interculturel. Parce qu'en fait, j'ai pas travaillé du tout avec les Québécois. Les éducs étaient aussi québécois, mais en fait, on était plutôt des jeunes de quartier d'Algérie, d'Haïti, du Congo. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'il y avait toute une relationnelle avec la famille, la communauté. Quand on intervenait, c'était qu'est-ce que va penser papa ? Je parlerais comme ça à maman. Ouais, c'était facile pour toi de t'adapter, parce que j'imagine que dans les bouquins, on te dit pas si t'as tel enfant en face de toi, tu dois réagir de telle façon. Non, ça n'a pas été toujours facile. Et puis j'ai appris sur le tas. Et c'est là aussi que j'ai compris à quel point ce qu'on est, sans vraiment le savoir, a un impact sur tout, même sur le travail. Parce que au départ, je suis arrivée, cliché ce que je vais dire, mais la petite blanche, la petite lunette, tout bien habillée, et j'arrive dans un quartier où ils sont tous un peu jeunes de quartier, donc avec une attitude de jeunes de quartier, avec leur langage de leur communauté, avec un stigmate de la blanche petite lunette étudiante scolaire. On connaît bien un petit clash de qu'est-ce que tu nous parles, nous on est du quartier, tu connais pas notre réalité. Donc j'avoue qu'au début j'ai pris des petits coups dans la face de me dire mince. Moi je suis là pour vous aider et puis vous êtes en train de. Voilà, c'est ça, vous me jugez, vous me crachez dessus, vous me laissez pas à ma place parce que je suis pas comme vous, alors j'ai pas le droit d'avoir une légitimité. Et ça a été confrontant, et en même temps c'est là que je me suis dit en fait c'est ça que j'aime.
Et en fait, j'ai reproduit ça dans chaque mission par la suite. Il y a besoin d'avoir un défi interculturel, un défi de... Je sais que je vais complètement être à l'opposé de ce que je vais aller rencontrer. Mais le but, c'est à la fin de dire « Ah, mais voilà, on a réussi à construire et finalement, ça marche. Et c'est chouette. » Et d'aller adapter son travail en fonction de toi, tu es comme ça, c'est ta vie, c'est ton mode de fonctionnement, c'est ta culture, et on y va. Et bon, c'est pas toujours simple, j'avoue, hein, j'ai pris des claques. Et en même temps, c'était hyper passionnant. Et donc ça a été ma première expérience d'expatriation qui a duré quand même plus de 4 ans et qui a été, je pense, la seule où je me projetais rester. Pour moi, je m'installais, j'ai fait toutes les démarches pour avoir la résidence permanente, je m'envisageais d'acheter. J'avais recréé un petit cocon avec les amis aux alentours, une petite famille en fait. Et en fait, problème de papier, expulsé. Donc là, c'était pas très sympathique. L'obligation de rester avec un employeur pour que le visa soit maintenu. Et l'employeur n'avait plus de travail, plus assez d'heures. Donc du coup, des petits métiers à côté sous la table pour s'en sortir. Et à un moment, et puis j'avais créé une relation de couple, et quand la relation de couple s'est arrêtée, là j'ai dit, là c'est trop en fait, parce que si ça marche pas socialement, si professionnellement c'est compliqué, si t'as pas les papiers, là ça a commencé à faire trop dur. Et donc j'ai quitté le Québec à mon grand désarroi, parce que moi j'étais vraiment, c'était parti. Enfin, je parlais québécois, je rentrais qu'une fois tous les 2 ans. Pour moi c'était parti quoi. Mais du coup la résidence permanente tu l'as pas eu? Eh ben je l'ai obtenue, mais alors après, quelques années après, je suis retenue juste la chercher par principe de je l'ai, je la mérite. Je la mérite. Je l'ai pas réutilisée malheureusement, mais je l'ai, j'ai la carte. Mais ouais, ça a été. Mais pareil, ça fait partie intégrale de ce que je suis aujourd'hui, parce que ça a été très dur, mais de vivre ce statut de personne qui demande un visa d'immigration, de justifier son autorisation sur le territoire et d'avoir une épée de Damoclès, de rester, pas rester, de justifier par exemple aux employeurs que tu es meilleur qu'un Québécois pour obtenir un poste, toutes des choses comme ça complètement... et de devoir rentrer, tout quitter, tout revivre, alors que c'était pas mon choix, c'est les papiers qui suivaient pas. Ça m'a mis en situation d'irrégularité. Mais après, quand j'ai travaillé avec les jeunes migrants, du coup, j'avais vécu ça. Pas à la même échelle et pas dans les mêmes circonstances, mais quand même quelque chose d'un peu plus palpable. Et ce qui m'a été du coup une force pour les prochaines missions, quoi. Donc ça, ce déclic, ça a été vraiment... ça a été pro, perso, en termes de papier. Donc là, t'es retournée où à ce moment-là? Et là, je suis rentrée en France et ça a été catastrophique. Ça a été vraiment... Je suis pas restée longtemps, j'ai dû rester 1 mois. T'es revenue à Nancy? Je suis revenue à Nancy. À chaque fois que je rentre en France, je rentre chez papa et maman. Et oui, je l'ai pas très bien vécu. J'ai vraiment eu un... Parce que je pense que déjà, vu que c'était pas mon choix, forcément, c'était dur à vivre. Finalement, 4 ans et demi, on s'installe, on fait nos habitudes. Et du coup, vraiment une impression de quitter... j'ai plus mal vécu ça que de quitter la France, en fait, je pense. Ouais, c'était très dur, comme un échec, vraiment un échec total. Et je sais pas ce que je veux faire, où je vais aller. Et puis, j'ai tout quitté, plus d'argent, enfin vraiment... et rentrer en France, où après 4 ans et demi, on n'existe plus dans le système français. Et là, ça a été la double claque. Parce que je suis rentrée SDF, en fait. Ouais. T'as pas de papier de sécurité sociale, t'as pas d'aide sociale, ton chômage n'a pas été accumulé. Donc en fait, Pourtant, je pensais qu'il y avait justement une relation entre le Québec et la France. Alors, il faut des relations pour reconnaître la retraite. Ok. Le chômage, peut-être maintenant, mais à l'époque, pas du tout. Okay. Et en tout cas, la sécurité sociale, non. Et puis non, le chômage, en fait, je suis obligée de te redire que non, parce que là, je viens de rentrer de mission. Si on dépasse 3 ans hors territoire, ils considèrent que c'est fini, on perd tous nos droits. Okay. Donc je suis rentrée et là, vraiment, j'étais plus dans le système de rien du tout, et tout recommencer, mais surtout être sans argent, sans papier, sans rien. J'avais mon passeport, qui me servait finalement pas à grand-chose sur le moment, en tout cas. Et heureusement que mes parents m'ont reçu. Mais là, du coup, moralement, c'était compliqué de quitter, de se sentir un peu rejeté d'un pays, un peu schématique, et en même temps de rentrer dans son propre pays et de se sentir complètement au-delà de... Je parlais québécois, donc tous les Français se moquaient de moi. Moi, je suis arrivée, les Québécois, ils sont adorables, ils sont un peu... j'ai comparé des bisounours, tu sais, des gens vraiment très gentils, tout le monde se tutoie, tout le monde se parle. Comment tu vas? La boulangère te dit comment tu vas. Ici, en France, je suis désolée, mais... Donc, tu souris à la boulangère ou à quelqu'un de l'administration, on n'y est pas. Hein. J'adore les Français, mais on n'est pas du tout sur le même relationnel humain. Clair. Le tutoiement, c'est un... Mais non, on ne tutoie pas, c'est comme... Oula. Moi, j'arrivais, je tutoyais tout le monde. Hey, comment tu vas? Tu sais que, pour donner un exemple, j'étais dans le sud de la France la semaine dernière, et en fait, j'ai l'habitude que quand je rentre dans une boulangerie ou dans un restaurant,
Je lui dis salut, ça va? Parce que moi, au saloon, quand j'étais serveuse, un client rentre, je lui dis hi, how are you? Et là, j'étais avec des Français et enfin, je voyais bien que ça les choquait. Et puis même la personne en face de moi, je rentre avec mon sourire, salut, ça va? Ils sont en mode, j'étais pas prêt à ça. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a carrément dit que, je quote, hein, vraiment, tu fais trop la nord-américaine, arrête d'être faux cul comme ça, à demander comment ça va. Et j'étais choquée parce que je dis, attends, moi je rentre, j'essaye d'emmener de la bonne humeur dans le... Tu vois, c'est un peu ça là-bas. Et toi là, t'es en train de me dire, arrête et redeviens comme nous et voilà, tire la gueule. Et moi je suis en mode, mais non, va te faire foutre quoi, parce que il y en a assez qui tirent la tronche. C'est ça, et ben, exactement ça. Et moi je me suis vraiment... pris ça vraiment en pleine figure, cette impression d'arriver toute guillerette, toute contente de parler aux gens. Mais arrête de parler, tu parles même plus français. Si, c'est du français, c'est juste il y a un accent et des expressions, mais vraiment une fermeture en fait de qu'est-ce que t'es devenu, pourquoi tu parles comme ça. Et du coup, je me suis forcée à reparler entre guillemets français parce que j'en ai marre de me faire charrier toutes les 2 secondes, mais pas dans le sens rigolo, dans le sens un peu on te remet en place. Et puis plus le système, donc pas très simple moi. Et je crois que si je me trompe pas, dans la foulée, j'ai une amie qui me dit « je travaille en Tunisie dans une école, on cherche quelqu'un, j'arrive !» Carrément. C'est parti, on y va, parce que j'arrivais pas à trouver ma place, je me sentais pas bien, et je me suis dit « Ok, on y va, c'est parti !» Et là, je me suis retrouvée en Tunisie. Ça a été court, ça a été 3-4 mois, j'étais CPE dans un établissement d'une école française à Sfax, en Tunisie. Et comment ça se passe là-bas? Il te faut aussi un visa? Et ben en Tunisie, il fallait un visa, mais en fait, il se faisait automatiquement en arrivant à l'aéroport. Donc, au niveau papier, très facile au niveau de la Tunisie. Puis l'école avait prévu le logement. Donc là, vraiment, c'était plus... J'arrive, comme une lettre à la poste. Et puis, vu qu'il y avait une amie qui était déjà là, elle m'a fait les présentations, l'intégration. Donc ça, hyper facile comme deuxième expérience. Bon, après, la rencontre avec le monde des pays arabes, avec la nouvelle cuisine, avec des épices, avec des réactions complètement différentes, hommes-femmes, avec la place de la religion dans ce pays-là. Donc, très instructif, très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et puis aussi, tout simplement, le rapport à la chaleur. Je ne m'attendais pas à ça, mais en fait, il fait très chaud. Et on s'habille... chaudement, finalement, par rapport à chez nous. On ne se met pas en mini-short débardeur, quoi. Donc là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'était intéressant, du coup, de voir comment on associe la chaleur à un état physique et comment on s'habille et qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange. Donc là, plutôt une découverte, pas toujours facile quand même, parce que c'était assez perturbant. La connotation linguistique, pour moi, était un peu agressive sur le moment. La langue arabe, qui est magnifique à l'écrit, mais oralement, elle me... Un peu comme l'allemand, je trouvais ça un peu brut. Je te rejoins, ouais. Qu'après, finalement, ça devient fluide et tu te retrouves toute seule à dire « Habibi, c'est parti, et mes petits !» Et après, je me suis rendu compte que ça allait pas être un pays dans lequel je pourrais rester parce que c'était compliqué parfois. Mais j'ai aimé, j'ai fait tout le tour de la Tunisie pour voir les paysages magnifiques et m'imprégner de la culture, voir les couleurs, les odeurs et rencontrer plein de gens, faire de la pêche au filet en plein milieu de Kerkena, enfin des situations très très fortes avec les locaux. Et là, je me suis rendu compte que c'était une pierre angulaire de rencontrer des locaux. Parce qu'ils m'ont vraiment montré des choses qu'on voit pas forcément touristiquement parlant. Clairement. Et qu'en fait, ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais c'était pas ça qui m'avait rendu riche à l'intérieur. Je sentais que je me nourrissais de la petite dame de la cuisine de l'école qui m'apprenait à faire le café turc avec toute sa façon de tourner la cuillère d'une certaine façon et le sucre de l'autre et ça... Oh, waouh! Et d'apprendre à aller pêcher en plein milieu d'une barque où il y a juste la place pour 2 et qu'on se retrouve avec des petits poissons qu'on fait griller sur juste une grille avec un petit feu et on mange ça au bord de l'eau. La simplicité des choses, des moments et le partage et vivre le ramadan dans un pays où tout le monde s'invite à manger alors que c'est des pays où on sait que l'économie est basse et les gens partageaient. Et du coup, pouvoir parler de la religion qui, en plus, chez nous, est quand même une des religions qui n'est pas forcément comprise, entendue, appréciée, je ne saurais pas comment le qualifier, mais c'est un peu tabou. Et là, d'être au cœur de ça et de pouvoir en parler avec les gens et de comprendre, de voir ces femmes voilées que nous, on pourrait... Quand je dis nous, c'est les Européens, il y a quand même en ce moment, malheureusement, un clivage par rapport à cette religion-là. Et je ne me positionne pas, mais c'est une réalité. Et d'être au cœur de ces femmes voilées et de vivre dans leur monde et d'échanger des trucs énormes et de pas du tout les voir bafouées ou insultées, écrasées, maltraitées, pas du tout, juste dans... Elles ont appliqué quelque chose qui leur est appris et qui leur convient, en tout cas dans celles que j'ai rencontrées.
Et que pour autant, les conversations peuvent aller sur d'autres sujets qui pourraient être tabous et qu'en fait, même en portant le voile, le cliché, on dit rien. Non, elles parlent, elles s'expriment, elles ont des opinions, elles travaillent. Et donc ça, c'était une approche de la femme aussi très différente. Après, je me suis rendu compte à ce moment-là, par contre, du simple fait d'être une femme blanche, ce que ça pouvait créer chez les hommes. Parce que je n'étais pas du tout avisée au courant, j'étais peut-être naïve, j'en sais rien, mais c'est vrai que par rapport au Canada, où je pense que la relation homme-femme est un peu similaire en France, plus ou moins. Peut-être. Je dirais que même c'est inversé. Oui, les femmes prennent plus le dessus au Canada. Mais en tout cas, pas de... On a égal, entre guillemets, par rapport à la Tunisie. Où ça s'approche de l'égalité. Ouais. En Tunisie, j'ai vraiment senti c'est l'homme qui va courtiser la femme et qui courtise beaucoup. Et la femme m'attend ça. Et l'homme est très entreprenant, pour moi, un peu possessif, finalement. Parce que le fait qu'une femme dise « Mais non, moi j'arrive toute seule, je repars toute seule, je paye mes factures. » Ah, non, il fallait qu'eux ils payent, il faut qu'ils t'invitent, ils viennent te chercher, puis ils te ramènent. Et pour moi, c'était un peu intrusif. Donc il a fallu que j'apprenne à... Et puis beaucoup de... je pense que je symbolisais l'exotisme. Ouais. Et du coup, beaucoup de... Alors, pas forcément de la relation au papier ou qu'on pourrait stigmatiser, mais quand même une relation de... On va venir vers moi et tout de suite, très rapidement, à Bibi, on est amoureux, quoi. Non, mon chéri, écoute, ça fait une semaine. Est-ce que tu dirais qu'il y avait un peu d'agressivité ou ça restait quand même en tout bien? En Tunisie, j'ai pas ressenti d'agressivité. Je pense que instinctivement, peut-être qu'en effet, si on est quelqu'un qui a vécu que chez nous en France, peut-être ça peut être vécu comme intrusif. Peut-être. C'est vrai que je pense qu'on est quand même un peu plus autonome dans notre mode. Mais en fait, non. Tunisie, non. Par contre, à la suite de la Tunisie, je me suis retrouvée en Égypte. Là, c'était un niveau supérieur. Ouais, l'Égypte, c'était particulier. Magnifique pays, encore une fois, des super rencontres en continuité de la langue et de la religion. Donc, j'ai pu encore aller un peu plus creuser. Mais au Caire, j'avoue que là, j'étais aussi en établissement scolaire. J'étais au sein d'un établissement que des garçons qui voulaient tout doucement intégrer les filles. Donc, mon arrivée, c'était aussi pour un peu préparer, entre guillemets, l'arrivée des filles. Là, par contre, j'avoue que les Égyptiens étaient beaucoup plus intrusifs, beaucoup plus imposants. Et puis là, j'étais vraiment la femme autour de tous ces hommes-là. Et je me suis vraiment dit, waouh, c'est vrai que l'union fait la force, quoi. Parce que toute seule au milieu, j'étais ouh, voilà, on va essayer de trouver des solutions. Donc oui, l'Égypte, c'était peut-être un peu plus fort. Et en même temps, pareil, encore une fois, des super rencontres et des choses improbables Et puis, j'ai trouvé ça intéressant de travailler sur la langue, de voir... Et puis les prononciations, j'étais catastrophique. Hein, le « ça marche pas. Mohamed, il a été bafoué, le pauvre. Désolée. Ils ont tous essayé. Madame Hélène, c'est bon. Non, ça marche toujours pas. Je suis désolée, Ali. Mais t'as cité des situations difficiles quand tu étais en Tunisie. Est-ce que tu aurais une situation à nous partager ? Et aussi, j'aimerais bien comprendre ce qui t'a vraiment fait partir, en fait. Et par exemple, en Tunisie, ce que j'ai trouvé dur, c'était la direction de l'établissement. Qui, en fait, peut-être que naïvement, j'avais imaginé qu'une école, en fait, c'est pour les enfants. C'est l'éducation. Et en fait, on était dans une école un peu riche, forcément école française. Donc, il y avait déjà la présence des parents, de haute famille, qui avaient une attente auprès des professeurs qui était quand même assez élevée et très... orienté, il fallait quand même qu'on suive beaucoup la vie des parents. Et la directrice, c'était plutôt comme une entreprise qu'elle avait en tête et pas du tout de relations humaines avec les enseignants. 2-3 mois, elle m'a pas payé. Ah oui, ok. Voilà, des situations où... et puis dans la culpabilité, mais tu sais... non, en fait, je suis désolée, mais non, pas en école internationale. Puis en fait, même si... Non, en fait, je n'ai pas à subir ça. Je me retrouve... dans un pays qui n'est pas le mien, je ne peux pas me retrouver avec un emploi sans salaire. Enfin, ouais, c'est clair. Donc des situations un petit peu de manipulation, de pas franchise en fait. J'ai retrouvé qu'en Tunisie, pareil, je ne veux pas faire d'amalgame, je ne veux pas généraliser, mais à ce moment-là, moi j'ai eu cette sensation de pas de franchise, pas de droit au pute. On n'a pas d'argent, on ne peut pas te payer. Oui, non, tu restes pas. Mais plutôt on dit rien, puis tout d'un coup, oh oui, c'est vrai que tu nous parles d'une situation, c'est pas faux, mais en même temps on va y arriver peut-être à la fin du mois, Inch'Allah. Bon, c'est bon, Inch'Allah, je me casse. Dans combien de temps? Je pars demain. Voilà, un peu mais peut-être aussi que c'est la première fois que j'étais confrontée à des modèles qui sont pour nous normalisés de ça va pas, oui, non, on dit les choses. T'es payé, t'es pas payé. Voilà, respecter t'es payé le 15, c'est le 15 automatiquement. Là, c'est, oui, le 23, le 2.
Mais c'est pareil. Est-ce que c'est pareil pour payer son loyer? Ah non, t'avais déjà un logement. Mais Voilà. si tu dois payer ton loyer, Inch'Allah, je te paye le C'est 25. ça. Mais je pense qu'en même temps, pour avoir fait après d'autres expériences, c'est un mode de fonctionnement où chez nous, on est plus en Europe, même je pense qu'au Canada, quand même. Oui. Il y a un respect du timing qui est très clair. Oui. Sur une facture, c'est à telle date, elle sera à telle date, le loyer. En plus, nous, on est payé tous les 2 semaines, donc c'est vrai, c'est important d'être payé. Ouais. Alors que là, c'était plus c'est fluctuant et tout le monde vit dans ces fluctuants. Ok. Et du coup, ce qui va avec derrière, c'est que du coup, beaucoup de gens te demandent de l'argent parce que tout le monde est comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, par contre, m'a pas mis confortable. J'ai pas pu accepter ça. Je pense qu'il y a des choses que j'ai réussi à adapter dans le temps sur des choses qui n'étaient pas innées en moi. Le relationnel au temps, qui n'est pas le même chez nous. Nous, ils disent toujours, vous avez la montre et nous, on a le temps. C'est beau ça. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. C'est vrai qu'ils nous disent souvent, toi, tu cours partout, t'es toute rouge. Ah non, là, je suis juste en action. J'ai pas bu 4 thé. Bien que j'adore. Mais bon, on y va. Parce que la montre, Parce que la montre, elle dit que on est en retard de 2 heures. C'est relatif, mais... Excellent. Mais je pense que, voilà, ça oui, mais la relation à l'argent, je me suis rendu compte que pour moi, c'était insécuritaire, mais partout dans chaque pays. Hein, mais là, encore plus, parce que c'est pas ton pays. Et moi, j'ai pas de famille sur qui je peux compter ou de communauté où je peux dire aidez-moi. Voilà. Et puis moi, la franchise, c'était important pour moi, donc je suis partie. C'est là que j'ai quitté la Tunisie, que je suis allée accepter le contrat en Égypte. Et comment t'as trouvé ce contrat en Égypte? Eh bien alors, encore une fois, une situation improbable. Je n'ai jamais, je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai jamais postulé officiellement à un poste. Là, c'était le mari d'une amie du collège qui me dit « Mais tiens, tu veux pas aller travailler en Égypte? Parce que moi, je suis directeur de collège et l'équipe d'Égypte, ils cherchent aussi une éduque, enfin un peu coordinatrice de vie scolaire, je te verrais bien. » Ok. On m'a appelée, je suis partie. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée en Égypte, dans un établissement lassalien, donc plutôt chrétien. Et que je suis arrivée en Égypte. Et l'Égypte, ça a duré moins longtemps que prévu. Je devais partir pour au moins une année scolaire et revenir ou pas. Mais on a eu notre cher ami Covid qui a pointé son bout de nez et qui du coup a fait que je suis rentrée en urgence du jour au lendemain. J'ai quitté tout et je suis rentrée quand les frontières ont fermé. J'ai dit, comme l'Égypte, je m'y sentais pas forcément mal, mais pas à l'aise, pas bien. J'ai pris des cours de self-défense en Égypte quand même parce que je sentais que, une femme c'est compliqué. Il y a quand même la police des mœurs, avec quelqu'un à ta porte qui vérifie si un homme rentre même pour boire un café. On m'a fait signer des clauses, on s'en fichait complètement que je gagne de l'argent ou pas, mais est-ce que je parle de religion et est-ce que je risque d'avoir des hommes chez moi parce que je suis pas mariée? Ça revient. Sauf que cette fois-ci, t'es pas mariée, donc ça veut dire que prostitution si un homme vient chez toi. Oh putain. Et donc on paye quelqu'un pour surveiller ta porte. Donc toute cette sensation d'espace privé vachement observé, épié et du coup jugé négativement. Et en plus, pas toujours, j'étais toujours fumeuse, je n'ai pas changé, j'ai persisté. Alors là, je suis célibataire, blanche, fumeuse, tatouée. Et être blanche? Et ben être blanche, c'était compliqué, mais c'était pas ça le problème. La différence qui était stigmatisante, c'était plutôt les actes sociaux. Voilà, le fait que je sois fumeuse, que je sois tatouée, que je suis pas voilée, que je suis pas religieuse. Ça, c'était plus que la couleur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Okay. Ouais. Et puis que je sois quelqu'un d'autonome, d'indépendant, qui parle. Pour donner une idée, j'ai quand même eu des professeurs qui ont été jaloux de moi parce que je parlais aux élèves et que les élèves se confiaient à moi. Parce que des élèves garçons, du coup, en disant « Mais oui, mais Hélène, il se confie à toi, donc ça veut dire que toi, tu vas avoir notre poste plus tard parce que t'es meilleure. » Je dis « Non, mais en fait, on n'a juste pas le même poste. Et puis moi, je ne veux pas prendre votre poste. Au contraire, regardez le vôtre. Moi, j'ai le mien, c'est super, on travaille ensemble. » Et non, ça, c'était dans la concurrence, mais parce que c'était nouveau, la seule femme de l'établissement qui commence un petit peu à prendre une autre place et qui... Voilà, je proposais d'autres choses aussi, de faire des radios avec les élèves. L'objectif, c'était aussi qu'ils parlent français. Donc, c'était, on écoute la musique dans mon bureau, on écrit des poèmes, on joue au tableau avec des jeux de tout, mais on parle français. Et parlez-moi de ce que vous voulez. Ce qui vient en français vous viendra. Et du coup, on échange. Et du coup, ils venaient me parler de leurs histoires de petites chéries de la cour. Enfin, des confidences qui... C'est des sujets qu'entre hommes, ils ne se parlent pas forcément non plus dans ce genre de communauté. C'est un peu tabou, c'est des choses qu'on ne dit pas. Donc peut-être aussi que j'ai apporté quelque chose de plus ouvert dans la conversation, tout en étant dans le respect de ce qui était privé. Voilà. Donc l'Égypte, finalement, ça a été que quelques mois. Et donc là, de savoir en plus la précédente expérience que tu avais eue en France, le fait de savoir que tu allais retourner en France, est-ce que tu avais quand même cette appréhension par rapport à ce qui allait se passer?
Eh ben en fait, je l'ai pas eu du tout parce que ça s'est passé tellement vite. J'étais en Égypte, nous le Covid n'existait pas, hein. C'était tout va bien, il fait super beau, super chaud. Et la France, il y avait vraiment eu un sentiment de peur partagée. On m'a appelé, on m'a dit faut que tu rentres, c'est pas possible, c'est la catastrophe. Enfin, un truc que, en moins de 2 jours, j'ai vraiment senti des angoisses monter en me disant mais vraiment, on m'a appelé en me disant mais c'est pas possible, tu peux pas rester. Enfin, c'était la guerre quoi chez nous. J'avais l'impression et ça n'arrivait pas du tout. Qu'est-ce qui se passe Et là, on m'a dit, Hélène, les frontières ferment, donc tu sais pas quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu pars. Et là, j'ai dit, ok, j'ai fait mes valises, j'ai pris le billet d'avion, et le soir même, j'étais dans l'avion à minuit. Oh, waouh. Et hyper bizarre, j'arrive à Paris quand tout est fermé, le premier jour en ayant peur qu'éventuellement, de Paris à Nancy, j'ai dépassé l'horaire, du coup, qu'on me mette une amende, qu'on m'arrête, qu'on me mette en prison. Tu sais, à le début, tout le monde était en Hélène, il n'y aura personne dans les rues, la police t'a arrêté. Waouh! Bon, au pire, t'as 135 € d'amende, ça va. Et je suis vraiment arrivée à Paris dans un espèce... C'était mort. Ville morte. Donc là, l'appréhension du retour, elle était même pas... je l'ai pas envisagée. Okay. Et puis finalement, un retour où je suis allée chez ma mère et il faisait beau, il faisait chaud et je continuais à distance les cours avec les élèves. Ouais, parce qu'ils ont eu un super mois de mars, je crois, pendant le super mois de mars. Moi, j'ai bronzé. Dans le jardin, je faisais les cours à distance le matin en visio avec les jeunes. Et parce que j'avais gardé quand même du coup le contrat. Donc je suis partie, mais j'avais gardé les cours à distance avec les jeunes. Ce qui me créait une dynamique. Et en fait, les après-midi, je faisais mon sport, je lisais, j'en ai profité finalement pour faire un espèce de rangement général dans ma vie, dans ma tête. Et puis je pense qu'en fait, avec ma maman et mon beau-père, on était dans une situation où c'est comme ça, on est tous cloisonnés, donc en fait, on est super contents d'être ensemble. Ok, cool, ouais. On s'est créé une dynamique de, le soir, on fait des jeux, tiens, tel jour, on fait ça, tiens, maman... je vais t'aider à installer toute la partie informatique parce que c'était la nouveauté, télétravail. Donc, je l'ai aidé là-dessus. Et en fait, on a créé une espèce d'entraide et c'était super agréable. Après, la Covid, c'est là où ça a été plus dur parce que là, il y a eu le « Ah, c'est l'été, qu'est-ce que je fais ?» Bon, l'Égypte, finalement, je pourrais y retourner. Où est-ce que je vais ? Et puis, la prise de conscience, là, par contre, du retour en France de « Ah !» Bon, là, j'avais du coup mes papiers, mais j'avais je vais chercher un travail parce que peut-être que du coup, je vais rester un petit peu... pas évident. Est-ce que tu t'es fait accompagner pour ça ou tu es restée toute seule dans ton coin ? Non, je suis restée toute seule dans mon coin. J'ai jamais pensé à me faire accompagner à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai écrit un livre sur ma vie, une petite autobiographie, puis j'en ai profité pour me dire, voilà, j'écris, ça me permet d'évacuer. J'ai réussi à le faire publier, et entre-temps, du coup, j'ai quand même cherché un emploi, et là, c'est là la maman d'une amie de collège m'a dit, attends, tiens, je vais t'aider, je passe le CV chez nous, et après, tu feras tes preuves, mais je vais t'aider. Et c'est elle qui m'a permis Et là, j'ai envisagé de rester un petit peu en France. Ça a duré 8 mois, peut-être 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça, où j'étais bien. Finalement, une fois que j'étais rentrée dans le système, dans l'expérience professionnelle, très vite, je me suis intégrée, j'ai refait mes habitudes, ça c'était chouette. Et on m'a proposé un CDI et là j'ai dit non. Panique mode. Mais ça a été vraiment pas du tout la réaction que les gens espéraient, alors que j'avais été prise sous condition, qu'on me demandait de peut-être faire des diplômes, et finalement on me propose CDI au bout de 6 mois. Donc tout le monde dit waouh, c'est génial. Et moi je fais oh merde. Et nous non, on aime bien savoir quand il y a une date de fin. Et moi-même je me suis fait surprendre. En fait, j'ai vraiment eu cette réaction instantanée et je me suis dit waouh. Alors là, il faut trouver un plan B. Et là, du coup, j'ai réfléchi complètement autrement à la situation. C'est là où je me suis dit, en fait, l'interculturel, c'est important. Te déplacer dans les pays différents, c'est important. Là, j'ai plus ciblé Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais Afrique de l'Est et de l'Ouest, ça m'intéresserait. J'ai une attirance pour l'Afrique depuis quelques années, qui je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu chimique, un peu alchimique quand même. Ouais, des fois ça s'explique pas. Et je me suis dit, par contre, à chaque fois, partir en contrat local, le retour en France, c'est un pic. C'est bien beau de critiquer ce qui se passe, mais qu'est-ce que je mets en place pour éviter ça ? Donc là, j'ai trouvé une école humanitaire, Bioforce, qui se donnait et qui donnait des formations accélérées pour obtenir un diplôme de responsable de projet humanitaire en protection de l'enfance. Et du coup, c'était reconnu pour les ONG. Donc dans ma tête, ONG égale poste à l'étranger, à l'international, mais avec un poste reconnu et du coup plus facile de postuler et d'avoir des statuts peut-être plus faciles que contrat local et du coup partir à chaque fois et se décaler de la France. Et c'est là que je suis allée au Sénégal faire ma formation. J'ai adoré la formation, je suis tombée amoureuse du Sénégal. J'y étais allée 1 mois en orphelinat entre 2 petites missions. Et j'avais déjà eu un coup de cœur pour le pays. Mais en fait, c'était 1 mois bénévole dans un orphelinat très vite. Donc, coup de cœur extraordinaire. Mais je m'étais dit, c'est une petite parenthèse de ta vie parce que c'est que 1 mois. J'avais pas réalisé que, en fait, quand j'ai refait mes formations de 3-4 mois là, à Dakar,
Que là, ouais, c'était le Sénégal, coup de cœur qui est confirmé, je m'y sens bien, j'aime la population, j'aime les gens, Ouais, c'est fluide, quoi. Alors, Tu te sens à ta place. je me sentais à ma place à cet endroit-là, dans le climat, dans la nourriture, dans les gens. Après, je pense que du coup, vu qu'il y avait l'école aussi, il y avait un rythme et un apprentissage, et je sentais que j'étais en train de mettre des cartes pour mettre en jeu quelque chose par l'avenir. Donc peut-être il y avait aussi ça qui s'est mêlé, hein, mais ouais, le Sénégal, c'est quand même un pays coup de cœur. Et j'ai validé la formation. J'étais toute contente, toute fière. Et là, je me suis dit, bon, bah, faut commencer, hein, faut se lancer. Première mission humanitaire, on va où? J'ai postulé partout au Sénégal en disant, super, j'y suis déjà, je reste et tout, je m'installe, j'étais partie. Et là, on me dit, le Canada. Donc c'est là où le Canada revient dans l'histoire, parce qu'en fait, du fait d'avoir la résidence au final, eh ben, j'ai pu postuler à des postes de volontaires canadiens. Ah oui, mais attends, il est pas revenu le Canada, c'est toi qui as été le chercher. En fait, quand j'ai quitté le Canada, entre-temps, il y a eu un mail de « C'est bon, vous avez les papiers ». J'ai fait un aller-retour lipo presto, IRCC, juste ouais. je récupère ma carte. C'est bon, je l'ai, ma fierté, je sais pas ce que j'en fais, mais elle est là. Elle est valable que 5 ans, Ouais, attention. et ben écoute, suite à l'école, on m'a dit « Ah, mais vous êtes canadienne ?» Alors, pas canadienne, mais résidente. Bah, ça marche aussi pour ouvrir à des postes Clairement. qui étaient fermés à des Français. Du coup, j'ai « Ah, elle est là, ma carte !» Et du coup, j'ai utilisé ma résidence pour partir en... Alors, les Canadiens ne disent pas volontaire, ils disent coopération. Coopération canadienne. Pour un projet qui était au départ au Sénégal. Et on m'a appelé en me disant « Ah, votre profil, Rwanda. » Et là, Rwanda. Quel est ce pays? Où est ce pays? Vraiment, là, Où je me est-ce sentais qu'il est en Afrique? un peu bizarre, genre... Oui, Hélène, il n'y a pas que le Sénégal dans la vie. Et surtout, tu pourrais te renseigner sur d'autres pays parce que c'est con, tu ne sais pas où est le Rwanda. Donc là, je me renseigne et je me dis, bon, bah... génocide et tout ça. Et je me suis dit, waouh, ok, on y va. et en fait, je me suis retrouvée à partir pour faire 6 mois de mission au Rwanda, dans les camps de réfugiés qui sont à la bordure de la Tanzanie, où il y a beaucoup de Congolais et de Burundais, pour inculquer, j'aime pas ce mot, non, sensibiliser les professeurs au fait d'inclure les filles à l'école, pas qu'en serveuse de riz au temps du midi, et aussi avoir le droit à l'éducation, voilà. Ça, c'est une sacrée mission de vie. C'était, ouais, très très fort, très impressionnant. Déjà, et du coup, là, j'ai fait 6 mois d'expérience complètement improbable. Bah, parce qu'en fait, déjà, j'ai découvert la notion de volontariat, coopération. Donc, on n'était encore pas dans le... J'ai un statut, entre guillemets, bien reconnu pour la France à mon retour, mais au moins déjà un peu plus de sécurité salariale, un peu plus... Enfin, financière, et des sécurités pour la médecine, au niveau médical, au niveau des allers-retours des billets d'avion. Donc déjà, quand même, un peu plus d'amélioration au niveau accompagnement financier. Okay. Mais là, du coup, c'est pas le Canada qui te payait. Si, donc... Oui, tu avais quand même cet attachement, enfin ce lien avec le Canada, mais pas avec la France. Non. Okay. Mais au moins j'avais une sécurité, tu vois, ils me payaient, ils m'assuraient d'être prise en charge médicalement, mes billets d'avion aller-retour, mes formations, et eux ils appellent ça des indemnités quand tu es coopérant, mais en fait c'est un salaire qui tombe, c'est juste que tu n'as pas une feuille de salaire. Donc c'était pas encore le stade que je voudrais obtenir, mais c'était un bon... et puis une expérience extraordinaire. Je travaillais avec les Burundais, les Congolais, je connaissais pas du tout ces populations. La notion de réfugiés, de migrants, de résilience liée avec le génocide quand même, c'était un truc complètement nouveau. Et là je suis tombée dedans et j'ai fait waouh, extraordinaire, des gens extraordinaires. Et là j'ai vécu vraiment... Finalement la mission en elle même n'était pas bonne, puisque je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Une grosse difficulté de compréhension de ce qu'est un volontaire et du coup plutôt un stagiaire. Et du coup, d'un point de vue professionnel, je ne me suis pas épanouie. Mais d'un point de vue humain, j'ai découvert des populations, des histoires, des modes de fonctionnement, la place de la femme dans cette société qui était différente, la place du christianisme qui est hyper présent dans ces pays-là. Complètement différent. Vraiment, entre le Sénégal et le Rwanda, un monde qui s'opposait, en ne parlant même pas de la Tunisie. Et donc du coup, là, j'ai eu un... Waouh, il se passe plein de choses. Et un pays organisé, vert, propre, donc complètement l'opposé d'un Sahel, où c'est la mer, où c'est la poussière rouge, donc complètement impressionnant. Et donc j'ai fait 6 mois. Et à peine fini les 6 mois que une amie de l'école m'appelle et elle me dit « Bon, Dunkerque, tu connais ?» Dunkerque en France? Oui. Et là j'ai « Attends, tu peux préciser s'il te plaît ?» Parce que là, je suis au Rwanda. Moi, je misais le Sénégal. Donc, je suis déjà au Rwanda, mais Dunkerque, on n'est pas du tout dans le... Elle me dit, oui, mais là, c'est un poste salarié, Croix-Rouge,
Ok. Est-ce que physiquement, je dois être à Dunkerque? Voilà. Et physiquement à Dunkerque, sur les camps des réfugiés, avec les mineurs non accompagnés venant d'Afghanistan, d'Irak. Et j'ai dit, ok. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu connaissais pas Dunkerque ou quoi? Ni Dunkerque, ni les réfugiés, ni les Afghans, ni les Irakiens, ni rien. Mais je me suis dit, bon, écoute. Nouveau challenge. Je retourne en Croix-Rouge. Et ce que je misais, c'était d'être un peu plus reconnu par rapport à la France, en tout cas pour plus vivre des galères. Et là, c'était un contrat salarié. Je me suis dit, Croix-Rouge, c'est reconnu. Donc, quelque part, à un moment, je me suis dit, bon, bah, t'as des envies, mais il va falloir réussir avec ce qu'on te propose aussi pour aboutir à. Et puis, je me suis dit, bah, c'est super, elle est là. On se connaît de l'école, donc au moins, on aura un point de repère ensemble. Et professionnellement, je lui ai dit, par contre, je te préviens, moi, j'ai travaillé avec les jeunes de génération migrante, mais les mineurs non accompagnés, la notion de traversée, de toute leur histoire, je la connais pas. J'ai fait d'être orphelin, d'être missionné. Ouais. Moi, j'ai fait un peu de protection de l'enfance en France, mais entre guillemets plus EduxP avec des Français de France. Enfin, ça, donc encore une autre dynamique. Donc, j'ai des notions de protection, j'ai des notions mais c'est un tout, quoi. Il m'a dit, t'inquiète pas, je sais que je t'ai vu à l'école, on a bien accroché, j'ai vu commenter, go, on y va. Et j'allais dire, question un peu hors sujet, mais comment t'es toujours resté en contact avec toutes ces personnes qui vivent ailleurs, mais qui te contactent et qui... Eh ben, écoute, ça, c'est tout un dur labeur. Un dur labeur et des gros questionnements parce qu'il y a fallu... Moi, je suis quelqu'un qui suis très WhatsApp et très contact. J'ai besoin de garder le contact avec les gens. Même s'il y a eu des moments où tu te dis que si tu passes tout ton temps au téléphone avec la France au départ, puis après le Canada et tous les pays que tu rencontres, tu t'y perds sur le pays dans lequel tu arrives. Mais j'ai toujours essayé, ça me tenait très à cœur de garder ce contact, le plus possible en tout cas. Alors évidemment, il y a eu un tri à un moment ou à un autre par rapport à l'importance des gens, des relations qu'on a eues, mais j'ai essayé. Et à chaque fois que je rentrais, même si c'était quelques semaines, 2 semaines, 3, à gauche, à droite, matin, midi, soir, pour essayer de revoir physiquement les gens, créer un souvenir. Et quand je repars, il y a ça quand même. Liens, oui. Assister au mariage, rentrer. Bon, ça m'a valu des allers-retours. Et puis, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu dans mon entourage, et je les ai encore, ces gens-là qui sont là, qui m'ont suivi, et leur discours a évolué un peu en mode oh, t'es un peu instable, mais on te suit. Et après, c'est oh, waouh, ça avance et ça va dans ce sens-là. Oh, encore une aventure, Hélène. Mais c'est bien. Et finalement, ils sont toujours là. Et j'ai eu cette chance, je pense, quand même, d'être entourée de gens bienveillants qui ont cru en moi et qui m'ont toujours suivi. Et qui, bon, on sait qu'Hélène, elle n'est pas là souvent, mais quand elle est là, pouf, elle est là et hop, on fait comme ça n'avait jamais existé qu'elle n'était pas là, et ça, c'est chouette. Bah oui. Après, j'avoue, hein, je passe des heures sur WhatsApp, je passe du temps. Mais ça me tient à cœur. Je pourrais pas, je pense, sinon tenir si j'avais pas tous ces points d'ancrage. Ça serait... Il y a même des gens que j'ai dû, malheureusement, et si un jour ils écoutent ce podcast, ça me ferait plaisir, je m'excuse, j'arrive pas à tenir contact avec toutes les magnifiques personnes que j'ai rencontrées dans chaque pays, parce qu'à chaque fois, il y a toujours une maman, il y a toujours un papa, il y a toujours une grande sœur, il y a toujours des gens extraordinaires qui m'ont pris par la main et qui m'ont permis de vivre ça bien. Parce que sans eux, j'aurais pas réussi, et malheureusement, j'ai pas... garder avec tout le monde le même contact. C'est des petits messages une fois par 6 mois, mais c'est pas un vrai contact par rapport à la relation forte qu'on vit au moment où on est dans cette mission-là, dans ce pays-là, et que tu te dis, mince, est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis profiteuse? Est-ce que je suis... Voilà, c'est des moments où est-ce que j'abandonne les gens? Il y a eu des moments où c'était pas évident, j'avais l'impression de mal faire, ou de pas respecter, de redonner ce qu'on m'avait donné, parce que vraiment... pour moi, c'est du don. J'ai reçu que du don. Ouais, mais tu te rends compte de tout ce que tu donnes à travers tes missions. C'est quand même incroyable. Je l'ai pas. Non, je crois que je me rends pas compte. Ouais, non. Pas du tout. Pas, parce que si tu culpabilises sur ce que tu prends, mais pas ce que tu donnes, c'est un peu dommage, parce que quand même, je pense que tu as énormément donné, tu as dû prendre beaucoup sur toi, et que c'est normal que tu n'aies pas H24 sur WhatsApp à prendre des nouvelles de tout le monde, tu vois. Eh bien, c'est bien de l'entendre, comme ça, je vais peut-être l'intégrer. Et bien, en plus, on l'a enregistré, donc tu pourras te le remettre quand tu as besoin d'un petit coup de boost. Réécoute le podcast. Alors, ça fait déjà 49 minutes qu'on enregistre. Ouais, j'avais dit que je parle un peu beaucoup. Bah non, mais tu as vécu beaucoup de choses. Mais donc, Dunkerque, t'es resté combien de temps? Dunkerque, 11 mois sur les camps de réfugiés, dehors. C'est ouais. Une de mes plus grandes missions. Ça a été pas simple au début de se projeter sur 11 mois. Et en même temps, pour la faire résumer, une expérience extraordinaire, parce que en France, voir ce qui se passe en France, waouh, là ça m'a mis une claque. Et en même temps, comprendre la réalité de ces pays, l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, l'Érythrée, où ces pays, ces jeunes, parce que nous on était sur les mineurs, quittent le pays tellement c'est dur chez eux,
Ils sont missionnés, hein, et tout le réseau mafieux qu'il y a derrière à l'initiative de leur propre pays. Et quand ils arrivent chez nous, ils sont dans un espoir de quelque chose qui est complètement biaisé, parce qu'il y a un silence autour de tout ça, et des jeunes extraordinaires qui vivent des choses... et c'était passionnant. J'arrivais avec mon sac à dos, avec mon petit thé, mes petites pipas, donc vous savez, les petites graines de tournesol, parce qu'ils mangent beaucoup ça, donc on mangeait des pipas, plein de goûters, des Uno, pour que, ok, viens, on va jouer, viens, pendant 1 heure, là, on est des jeunes, et on oublie ça, et en même temps, à travers ça, mettre une sensibilisation de, tu sais, t'as le droit, ça, tu sais, te faire frapper, c'est pas, tu sais, on pourrait appeler maman, ça serait bien qu'elle sache ce qui se passe vraiment, pas seulement après la douche devant la Tour Eiffel, voilà, des réalités orientées, écoutées, beaucoup de temps d'écoute, puis leur dire, voilà, si tu prends le bateau, pour traverser jusqu'à l'Angleterre, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Si la police t'appelle, tu dis que t'es mineur, parce que quand t'es mineur, t'es protégé chez nous, c'est ça qui se passe. Et tu m'appelles, et on avait un numéro, et on passait des heures à se taper, à s'appeler le soir, là, il m'arrive ça, ok, t'es où, qu'est-ce qui se passe? Tiens, t'as besoin de vêtements, j'appelle tel asso. Enfin, vraiment un espèce... Quelle intensité! C'était intense, fort, et en même temps, une fois dedans, on peut pas le faire, c'est pas possible. Et en même temps, un truc très improbable, se retrouver en France, au milieu de tout ça. Et ils parlaient pas tous français du tout, voire même pas du tout. Un petit peu d'anglais, mais baragouiné. Et là, tu te dis, mince, comment je communique? Et là, un truc qui m'était jamais arrivé professionnellement, je me suis retrouvée à devoir travailler avec un médiateur culturel et un traducteur. Les deux parlaient un peu arabe, un peu turc, un peu pachto, dari, donc des langues de ces pays-là. Et on était obligés, en fait, de travailler à 3. Donc, il fallait que chacun passe par... d'un point de vue éducation, protection de l'enfance, le message à faire, c'est ça, ou le signal, c'est ça, ou ça, faut qu'on chope comme info pour orienter comment on travaille avec eux. Mais il fallait que eux m'aident à traduire tout ça et créer une relation, en fait, devenir un, alors qu'on était 3. Waouh. Ça a été 2-3 mois de waouh, ok, comment on fait? Parce que c'est hyper dur, en fait, parce que si on coupe la conversation avec un traducteur, ça coupe la fluidité. En même temps, le traducteur, il est traducteur. Est-ce que tout le message passe aussi? C'est ça. Ouais. Et le traducteur, il est traducteur. Il n'est pas éduque. Il n'a pas toute cette notion de travailleuse sociale. C'est normal, c'est pas son travail. Mais du coup, comment t'inculques donc des heures de conversation avec l'éduc et le médiateur pour que le médiateur m'inculque la notion de culture de ces pays-là pour comprendre leur réalité et adapter. Moi, qui parlais des heures avec le traducteur pour dire, voilà, s'il te dit ça... Alors, le message, c'est ça. Tu vois pourquoi? Parce que ça va... En fait, apprendre au traducteur la base de ce qu'on passe comme message pour qu'il puisse... me dire, tu vois, il m'a dit ça, tu sais quoi, ouais, vas-y. Mais un trinôme extraordinaire, dur au début, et en même temps, j'avais besoin de 2 hommes parce que se retrouver au milieu des camps des réfugiés avec des armes à feu, avec des mafieux, avec des hommes qui ont fait des traversées, etc., qui du coup, quand tu es dans une pauvreté extrême, ils ont des traumas, ils ont des besoins que tu attises en tant que femme, waouh. Et parce qu'en plus, Hélène, vous la voyez pas, mais grande, mince, très jolie. Donc, je ne me suis pas imaginée dans un camp. Bon, après, sur le camp d'un gars, j'avais plutôt une écharpe, un bonnet, 4 pantalons, 4 pulls, 4... Oui, d'accord. Pas vraiment à... c'est peut-être l'avantage. Et pareil, être dehors à moins 10 degrés, quoi. Mais en même temps, il faut vivre ça, parce que c'est ce qu'ils vivent. Donc, on va pas dire, mais non, on va dans une chambre au chaud pour parler. Non, on était dehors à crapahuter dans les camps. Voilà, fou. Par contre, émotionnellement, ça a été très, très, très violent. Et j'ai eu beaucoup de mal à quitter la mission. Une espèce d'attachement pour les gens, pour les jeunes, pour ce truc-là, et de se dire, waouh, moi j'ai le luxe de partir et de choisir une autre mission, eux ils sont encore là. Quoi. Ouais, et puis avoir ce sentiment peut-être d'abandon. D'abandon total, j'avais des jeunes tous les jours au téléphone, tous les jours on était devenus, même arrivés en Angleterre, hé Hélène, regarde là, je suis en train de faire ça, je suis à l'école maintenant, je parle anglais, on se fait des FaceTime pour me raconter leur histoire. La journée qui m'écrivent encore en me disant, Hélène, regarde maintenant c'est bon, j'ai 18 ans, j'ai les papiers, je suis en Angleterre, je vais à l'école, j'ai dragué une fille. Excellent. C'est le ramadan, attention. Donc ça c'était fort. Mais en fait j'ai quitté, pour rebondir, j'ai quitté la Croix-Rouge, les camps des réfugiés, parce qu'en fait, encore improbable. J'ai reçu un appel. Oui, j'ai reçu un appel des Congolais quand j'étais au Rwanda, qui m'ont dit, oh, Hélène, il y a un poste à responsabilité sur un projet de de lutte contre les violences faites aux femmes et tout, c'est basé au Rwanda, c'est pour toi. Alors attends. Protection de l'enfance, jeune mineur, mais moi là, le droit des femmes, je suis pas... Et puis bon, quoi, où, comment, poste à responsabilité, gérer 3 pays, gérer 8 institutions religieuses, t'es sûr que moi je peux faire ça? Bah vas-y, passe l'entretien. Bah j'ai passé l'entretien et j'ai été complètement transparente avec le secours catholique. J'ai dit, écoutez, moi je connais le Rwanda, j'ai travaillé avec les Burundais et les Congolais, oui.
je suis partante pour relever un défi. Par contre, moi, je sais même pas faire un compte-rendu de réunion. Voilà, moi, je suis terrain, normalement. Je sais pas ce que c'est que manager. J'ai jamais fait. Par contre, j'adore l'idée de commencer. Si vous m'accompagnez, on y va. Et je me suis retrouvée à faire 1 an et demi de mission au Rwanda. Elle est plus grande que celle de Dunkerque. Ouais, c'est la plus... mais tu vois, elle devait durer 3 ans. Au bout d'1 an et demi, j'ai dit bon. Mais, et là, complètement... alors, je revivais au Rwanda, donc je pense que je revivais. Donc, je m'étais déjà adaptée au pays. Donc ça, c'était plus simple, heureusement. Par contre, haute fonction, le management, 3 pays, 3 cultures, une géopolitique complètement atypique, des mentalités, des comportements complètement différents. Un Burundais ne réagit pas pareil qu'un Congolais, qu'un Rwandais. La place de la religion, parce qu'on accompagnait les églises et les institutions religieuses. Moi, je suis pas du tout religieuse, mais ça, il fallait d'abord convaincre les abbés et les cardinaux et les évêques avant de pouvoir faire quelque chose. Oh, wow. Alors moi, avec tout ce que je suis... Je pensais pas qu'ils avaient autant de poids. Ah, petite maison dans la prairie. Charline Galt, Marie, c'est ça. Non, je te jure, c'est cliché, mais c'est vraiment... Ouais. La religion est très importante. L'Église catholique a toute sa place. Le dimanche, tout le monde va à l'église, tout le monde rencontre les gens à l'église. C'est très important. Et pour autant, il y a de la violence envers les femmes. Voilà. Et du coup, le message, c'était d'aller sensibiliser toute la partie église ecclésiastique pour passer le message dans les prêches et compagnie, ou quand une femme se confiait, faire comprendre que agresser une femme, violer une femme, taper une femme au sein du foyer. Nous, on s'est axé sur les violences conjugales, en tout cas. C'est pas la solution, c'est peut-être pas bon, nanana. Mais en allant sur, de toute manière, si ça continue, la femme va demander le divorce. Et le divorce, c'est inconcevable dans la religion catholique. Donc l'objectif, c'était de jouer. Mais du coup, d'approcher ça. Alors ça a été une gymnastique aussi, parce que là, 3 pays à s'intégrer, 3 populations, une religion qui est quand même très très présente et que je connaissais pas. Enfin, moi, je suis pas issue de ça. Mais du coup, c'était intéressant aussi. Mais ça a été des gros défis. Et à la fois, on te dit, t'arrives, Hélène, tu vas être en volontariat. Bon, merde, on repart sur un statut qui est pas celui que je veux, mais c'est pas grave. T'auras des équipes, rien du tout. T'arrives et t'es financière, tu fais tout, voilà. Mais c'est pas grave, du coup tu t'intègres et t'as pas le choix que de foncer et de te dire bon, moi je connais le projet de A à Z et je me suis éclatée, mais je me suis épuisée parce qu'il y avait trop de trucs, trop de choses, j'avais envie de toujours bien faire et plus et encore, et en même temps une réalité de budget, une réalité de situation. Ouais. Mais en même temps, c'est pour moi l'expérience la plus intéressante d'un point de vue humain, pour moi en tant que femme européenne, parce que actuellement, c'est un peu compliqué la France, la place des hommes et des femmes, le patriarcat. On est dans une phase, je pense, européenne où c'est en train de changer. Et de là, d'intégrer le Secours catholique à Paris, qui est une notion du genre, de la place de la femme, et là où on se dit, attendez, on est au stade où déjà, on va dire que non, la femme ne sera pas sortie de son mari, ne va pas être expulsée pour finalement aller voir un juge. Et non, parce que ces femmes-là ne travaillent pas forcément, n'ont pas forcément conscience de la gravité ou pas de ce qui se passe, c'est des tabous. Que cette fille, si elle décide de divorcer, elle va être répudiée par le mari, par la famille aussi, par sa propre famille, puisqu'elle n'est plus pertinente, elle n'est plus intéressante, elle est divorcée, donc personne ne revoudra d'elle. Une femme qui n'a plus de mari, plus de finances, plus de travail, comment elle... en fait, elle est à la rue, mais on lui confie des enfants. Donc en fait, attention, finalement, à ce stade-là, qu'est-ce qui est important et puis qui sommes-nous dans notre vision européenne, peut-être même un peu américaine, du genre et de la place de l'homme et de la femme dans une société pour dire c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et j'ai aimé ça, ce projet où on a dit non. Comment ça se passe dans votre pays, dans vos régions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le fait qu'il y a des violences? Et c'est dit qu'il y a des violences, c'est pas nous qui le disons, c'est dit, il y a des études qui ont été faites. Je trouve ça même presque... Enfin, qu'elles en parlent, comment elles arrivent à en parler en fait? Alors là, ça a été tout un mouvement de créer des lieux de conversation, comme des thématiques de café, discussion, des sensibilisations. Et que les hommes les laissent entre guillemets. Et en fait, on a inclus les hommes. On faisait des sessions hommes-femmes. Et on créait même tous ceux qui arrivaient à finalement dire « Ah oui, c'est intéressant ». Ils devenaient des couples modèles qui allaient passer eux-mêmes le message dans les communautés. Wow. Parce que l'objectif, c'est pas de dire que la femme, elle va adhérer à quelque chose, elle rentre chez elle, elle donne ça comme information, le mari, il la frappe doublement parce que qu'est-ce que t'as dit comme connerie, quoi. Là, le but, c'était ça. Et puis, on faisait des sensibilisations aux hommes aussi, uniquement. Et on faisait parce qu'on essayait de... parce que moi, j'étais que coordinatrice. C'est tous ces gens-là qui ont travaillé, qui ont fait le travail de terrain. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, à l'Union humanitaire, nous on a des postes de management, mais si on n'a pas ces gens locaux qui connaissent la culture, qui connaissent des gens, qui sont auprès des populations, ça ne marchera pas. Donc c'est eux la base du projet. Nous on est juste là pour
orienté. Oui, et puis comme tu dis, toi, de toute façon, dans toutes les missions, c'est temporaire. Oui. Donc, si tu veux que ça change... Il faut que ça vienne d'eux et c'est eux qui fassent. Et moi, mon but, c'était, ok, on a dessiné un beau plan d'action. Ça marche pas dans la réalité. Non, et de faire d'aller chercher sur le terrain est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on l'a bien pensé? Non. Alors, comment on le pense? Comment vous le pensez? Et on le redessine. C'était ça qui était intéressant. Et d'inclure, voilà, les hommes, les femmes, des abbés, et d'aller inclure les mamans, les familles, les papas, parce que toutes ces femmes aussi qui sont engrossées avant le mariage sont répugnées, mais en même temps, elles sont répugnées par leurs propres parents, sauf que c'est une réalité, donc l'éducation, la responsabilité, l'encadrement, le rôle du papa qui a mis en place ce système d'arrivée d'un bébé, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, mais endosser la responsabilité quand même, pour pas que ce soit que la mère, parce qu'en fait, ils sont deux à l'avoir fait, le rapport sexuel. Donc tout ça, mais c'est des... Encore, si elles étaient deux, parce que si elle s'est fait violer, voilà, oui. ils étaient Voilà, on est là-dessus. Donc c'était... J'ai aimé le fait qu'on aille sur cette approche-là, et en fait d'être complètement dépendante de ces gens du terrain, en fait, et que ce soit une symbiose entre nous. Il fallait qu'on communique pour que moi je leur dise, regardez, on peut faire comme ça, on peut proposer comme ça. Ah bah le budget, regardez, je vous propose ça. Ou attendez, je vais aller parler au-dessus, là, au siège, on va essayer de trouver une solution. Ou ils avaient vachement peur de rédiger des rapports. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on va faire des codes couleurs pour que ça vous aide. Enfin, être vraiment dans comment je peux vous appuyer techniquement, mais qu'est-ce que vous pouvez me donner pour que ça marche? Parce que on a beau vouloir, mais les bailleurs de fonds, on est intéressant, mais on n'est pas dans le terrain, donc on imagine des choses qui n'ont pas... au moins t'essayes, donc ça, je pense que c'est... j'ai essayé, ouais. Et j'ai adoré, mais c'est vrai que sur 1 an et demi, c'était beaucoup d'énergie, et j'ai senti que ça prenait trop d'énergie sur moi pour que j'arrive même plus à socialement, moi, me développer, et je me suis dit, oula, c'est pas bon, parce que là, je suis au taquet, et c'est extraordinaire ce qu'on met en place, mais je tiendrai pas. Et en plus, c'est super, parce que du coup, j'ai dit, bah si je m'en vais, on va embaucher quelqu'un d'autre, et on a pris une femme congolaise qui a été embauchée dans on a fait un processus de recrutement avec tous les abbés, directeurs. C'est une femme qui a été sélectionnée, issue de l'église, donc une femme du terrain qui adhère à un tel poste de haute fonction, c'est du nouveau. Donc, quoi de mieux en fait que de partir, parce que finalement c'est une réussite d'avoir et de dire c'est génial, en fait ça continue, on casse ce truc du un peu blanche à la tête, même si c'est pas ce qui était voulu, mais c'était... Et en même temps, je peux pas nier que ce qui était très intéressant, c'était le regard aussi des locaux, qui eux disaient... Moi, je suis arrivée avec beaucoup de culpabilité. Hein. De nombreuses fois, j'arrive avec la culpabilité du poids des colons, de oui, est-ce que je suis celle qui a de l'argent, est-ce que je me comporte bien avec ces gens-là, est-ce que je fais bien, même si des fois c'est maladroit, est-ce que l'histoire du passé qu'on porte, mais qui n'est pas la mienne, mais quand même, elle était là et on a fait des choses et c'est comme ça. Et en même temps, cette espèce de oui, mais c'est dur parce qu'on est stigmatisé à l'argent, au papier. Et des fois, c'est pas simple non plus de dire mais non, j'ai autre chose. Non, je suis pas un portefeuille sur pattes. Je suis volontaire. Je travaille pour l'église. Ouais. Et en même temps, eux-mêmes disaient mais Hélène, on peut pas avoir ces postes-là. Parce qu'on se fait pas confiance entre nous, on n'a pas... Ils m'ont dit, toi, t'es cadrée, t'es planifiée, t'orientes, t'es bienveillante, que ce soit congolais, burundais, tu fais pas de différence. Nous, inconsciemment, géopolitiquement, on va mettre en avant un congolais par rapport à un burundais. Mais c'est comme ça. Et j'ai dit, non, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. Et les rapports, vous allez y arriver. Et en fait, ça m'a aussi permis de voir que cette espèce de rapport hiérarchique qui s'est un peu instauré, quelque part... c'est un peu dans les deux sens. C'est pas que le stigmate du Nord, comme on dit, qui est sur le Sud, mais le Sud aussi se laisse guider et a pris ces habitudes-là. Et en fait, c'est peut-être plus... Ils sont pas sûrs d'eux pour être capables de dire « on ose ». Alors que, pour moi, c'est aberrant. Ils ont toutes les capacités, autant que nous, il n'y a pas de différence. Et c'était chouette d'entendre ça aussi. Et de pouvoir dire « non, je suis pas d'accord. On va y arriver ». Et ça, c'était pour moi une découverte. Parce que on a souvent, parce que autant toi, je dirais que t'as cette confiance pour aller tester des nouvelles choses et te challenger, mais peut-être qu'eux, ils n'ont pas encore acquis. C'est ça. Donc, c'est un peu logique en soi, tu me diras. Je sais pas si c'est logique, mais puis même moi, je m'en rends pas compte. J'ai l'impression qu'on est tous passés par là à un moment donné. Pense. Parce que toi, tu vois, comme tu l'as précisé, t'es parti pour tes études à la base à Montréal. Donc, je trouve que déjà, quand tu pars dans un contexte d'études, tu vois, à la limite, ta confiance, on s'en fout, parce que tout ce que tu dois faire, c'est étudier. Mais une fois que t'es là, tu commences à développer des compétences que tu te rends pas compte, parce qu'ils sont intérieures à toi. Et donc là, tu vas commencer à évoluer, mais ça paraît naturel, entre guillemets. Alors qu'eux, ils sont
sur place, c'est ce qu'ils connaissent. Et là, on leur demande de changer alors qu'ils sont dans un quotidien. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est pas... Et puis il y a cette peur du bailleur de fonds, enfin cette peur de celui qui envoie l'argent en fait. Et, c'était... Mais c'est intéressant du coup de voir ça. Et même dans mes fins de bilan, j'ai expliqué au Secours catholique, j'ai dit mais il y a des choses qu'il faut qu'on aille travailler sur la relation qu'on a avec les partenaires sur le terrain parce que c'est pas... Faut briser ce truc bailleur de fonds, donneur d'argent. Et nous, on a besoin d'eux en fait. Il faut arrêter de créer des... Là, par exemple, ils veulent travailler une deuxième phase du programme. Clairement, maintenant, ils vont aller sur le terrain travailler avec les équipes un peu plus pour dessiner le projet, la suite, avec les lumières de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est chouette. Et on t'a jamais... parce que j'ai déjà entendu un peu cette thématique du sauveur blanc. Tu sais, est-ce qu'on t'a... Ouais, si, sauveur blanc, pourquoi tu travailles pas que en France ? Pourquoi l'Afrique ? Alors ça c'est tout le temps. Puis alors en plus je l'entends à tire-larigot puisque non seulement j'ai misé l'Afrique et mon quotidien relationnel fait que je suis en relation très souvent amicale et relation amoureuse avec des Africains. Alors là j'ai le droit, toujours les Africains. Pourquoi pas les Blancs ? Est-ce que toi t'es attiré par un Chinois ? Je t'ai demandé pourquoi pas par un Blanc. Enfin, donc il y a vraiment ce truc de pourquoi le colon. Là par exemple je pose des questions d'adoption, on me parle de c'est encore le syndrome de sauver. L'humanitaire, mais tu veux sauver les gens ? J'ai jamais dit que je voulais sauver les gens. Non, je veux aller travailler avec eux en collaboration. Pourquoi l'Afrique ? J'ai une alchimie, une attirance, je sais pas. Il y a ce truc-là qui s'est mis en place. Et je trouve ça extraordinaire de travailler et de s'enrichir humainement en même temps que je peux travailler. Développer mon empathie, développer mon regard sociétal sur le monde, mais dans la réalité concrète, en disant ok, les femmes elles font ça dans certains pays, les hommes font ça dans d'autres. Briser aussi les clichés de oui, la femme elle vit beaucoup de stigmatisation, mais enfin les hommes en Afrique, ils ont un poids sociétal de devoir être un bon mari, de devoir payer. Donc il y a d'autres choses aussi et d'être capable de les voir. Moi, pendant toutes mes années, j'ai beaucoup posté sur les réseaux sociaux des photos et j'ai adoré que les gens me disent « Ah, mais on pensait pas que c'était comme ça. Le Rwanda, ah bon, mais c'est magnifique. » Et il se passe, oui. Et d'ouvrir en fait un peu les yeux, un autre regard. Et mais oui, j'ai beaucoup eu... Et surtout, ce qui ressort, c'est quand même un peu instable. Je suis instable. Bah oui, parce que bon, pas le même pays, pas le même poste, pas le même statut. Puis bon, tu sais jamais, tu te poses pas. Ça dépend de ce qu'on appelle stable, en fait. Au final... je travaille, j'ai toujours eu une rentrée d'argent. C'est drôle parce que j'ai eu cette même conversation avec Catel, je sais plus c'est quel épisode, mais on parlait justement de ça et je lui disais mais en fait on est stable dans notre instabilité en quelque sorte parce que t'as toujours un logement, une mission, un travail, etc. Sauf que oui, on change fréquemment, mais est-ce que c'est vraiment de l'instabilité ? Non, c'est juste qu'on cherche toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous challenge. Et je pense que c'est totalement ok de vivre comme ça. En tout cas, maintenant, pour moi, ça l'est. Ouais. Bon, quoique je suis à une période de ma vie où je me questionne de qu'est-ce que j'ai envie, mais parce que personnellement, je me pose des questions sur certaines sphères et du coup, je voudrais orienter la carrière en fonction. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça m'a confrontée. Je me suis dit, mais mince... Ouais, mais des fois, tu peux te poser des milliers de questions, mais le temps... Enfin, il faut l'expérimenter pour avoir les réponses. Bah ouais, c'est ça. Parce que sur papier, les choses ont toujours l'air magnifiques, etc. Moi, je suis bien contente de n'avoir jamais eu à postuler parce qu'en fait, j'aurais jamais vécu tout ça. Exactement. Et je pense que j'y serais pas allée en regardant les offres en disant, oh. Et là, du coup, c'est du Rwanda que t'es revenue en France ? Du Rwanda, je suis revenue en France. Parce que là, tu parles plus que Marjorie. Pardon, Marjorie, je t'ai dépassé au niveau timing. Je suis une grande curieuse. Je pourrais parler encore des heures, messieurs, dames. Vous voulez m'appeler ? On refera notre podcast. Ouais, non, je suis revenue du Rwanda directement en France, là. Je me suis pris un 3 mois de break et à voir. Ok. Donc là, tu te donnes 3 mois. Pourquoi 3 mois ? Je me donne 3 mois. Alors, pourquoi 3 mois ? Je sais pas, je me suis dit symboliquement 3 mois, c'est pas trop court pour avoir le temps de prendre des décisions importantes, mais c'est pas trop long parce que j'avais l'impression qu'après 3 mois, c'était comme si mon cerveau n'est pas capable de se dire pas travailler pendant 3 mois, c'est compliqué pour moi. C'est comme si je faisais pas quelque chose de bien. Mais des fois, 3 mois, ça passe vite. Après, je dis 3 mois et je pense que mon cerveau et mon corps sont capables de peut-être se dire peut-être 4 ou 5. On verra en fait. Ouais. Mais j'ai quand même ressenti une solitude à un moment ou à un autre et des gros questionnements existentiels suite à toutes ces missions de... c'est une réalité, je n'ai pas forcément de conjoint, j'ai pas d'enfant, j'arrive à un âge où est-ce que c'est important ou pas ? En tout cas, est-ce qu'on se pose pas la question pour faire un vrai choix et pas le regretter ? Est-ce que je veux investir ou pas parce que quelque part, mes situations pour l'instant, j'ai encore pas par exemple le stéréotype d'un super poste expatrié qui me permet de m'acheter quelque chose ailleurs ou en tout cas de me sécuriser à mon retour. Donc toutes ces questions aussi et puis de toujours quitter des gens, toujours en rencontrer. Bon,
Et puis d'avoir des moments de solitude aussi, parce que les premiers débuts de mission, c'est pas au début qu'on est amis avec les gens, on rencontre, mais est-ce qu'on se confie aux gens au début, vous voyez ? Ah non, ça prend du temps. Et puis, rentrer tous les soirs chez soi, ça fait long, 1 an et demi, de rentrer seul chez soi. Je te comprends. Du coup, rentrer pour voir, et puis sortir pour voir les gens. C'est vraiment sortir, s'habiller, pour aller rencontrer dans des bars toute seule, dans des cafés toute seule. Je le fais, mais c'est vrai que j'ai senti une solitude et des gros questionnements existentiels et en me disant qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que c'est encore ça que tu veux ? Est-ce qu'il y a un autre modèle peut-être qui peut s'associer à toi en gardant certaines choses mais pas d'autres ? Et je me suis dit que voilà, peut-être 1, 2, 3 mois, c'était le temps pour poser les vraies questions en France. Moi, je suis quelqu'un de concret, donc je vais aller voir. Est-ce que j'ai le droit à un prêt ? Est-ce que j'ai le droit à ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les critères de retour ? Pour voir. Et voir ce que ça me fait aussi, parce que si ça se trouve, je vais dire en fait, rentrer en France, c'est bien sympa, mais non. Et c'est pour ça aussi que je suis en appartement, que je suis pas rentrée chez papa et maman, que j'aime fort, mais que je me suis dit, bon, déjà, à un certain âge, je pense qu'ils en ont marre, et vivre la réalité regarde, moi, 39 ans dans un mois, et je suis de retour chez papa-maman. Bon, je pense que si j'avais dit 2 semaines, ça serait cool, mais sur 2-3 mois, je voulais aussi vivre la réalité de payer un loyer, regarder le prix des factures, pour pouvoir conscientiser qu'est-ce que ça fait de vivre en France vraiment, et est-ce qu'en fait c'est cool, je me réinstalle, ou pas du tout. Et puis du coup, de profiter pendant 3 mois vraiment des gens à fond, de me dire, c'est pas une fois que je vous vois parce que c'est un petit road trip, c'est on se revoit dans 1 semaine. Wow, et vivre ça aussi, je pense que j'ai eu besoin de me nourrir de l'amour des gens que j'aime, pour peut-être me rebooster pour un départ ou pas, mais j'ai ressenti je pense que ces 2 dernières missions enchaînées m'ont pris beaucoup d'énergie. J'ai eu un peu des fois des hauts et des bas. Mais c'est pour normal, être honnête. c'était super intense. Et j'ai pas envie de perdre cette énergie en fait. Et du coup, j'essaie de renourrir un peu tout ça. On reviendra vers toi dans quelques mois. On verra ce que tu as pris comme décision, ça serait intéressant. Déjà, ce serait bien qu'il fasse un peu plus chaud parce que ça m'aiderait à réfléchir mieux. Parce que là, dans le sud, j'ai le cerveau gelé à Nancy. Dans les ensembles, il fait froid. Mais voilà. Non, c'est à peu près ça ma vie. Je suis désolée, j'ai parlé des heures. Non, mais c'est super intéressant. Non, je ne couperai rien. Et ceux qui n'aiment pas les podcasts longs, désolé. Mais je pense qu'ils seront déjà plus là. Ceux qui aiment les podcasts longs seront toujours là parce qu'en plus, mais je l'ai pas dit, mais j'ai de l'audience aujourd'hui. On n'est pas qu'à 2, on est 3. C'est vrai. Donc je vais te laisser poser une question. Ou plusieurs, hein. Tu feras la décision. Mais avant ça, j'ai quand même une question de Marjorie que je n'ai pas écoutée, donc je ne sais pas du tout c'est quoi. Découvrir en direct. Donc je vais te la faire écouter. Et parce que je me suis dit que ça allait être sympa, que comme c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés, qu'elle puisse participer à sa façon. Alors, Marjorie, elle est là. Elle me dit, en plus, je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à parler. Mais je suis sûre. Alors, je vais peut-être pas le mettre en 1.5. On écoute. Coucou Hélène, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon moment avec Kelly. Ma question, c'est depuis le début de tes aventures à droite à gauche, est-ce que tu as eu un coup de cœur pour un pays, un endroit ? Et comment vois-tu la suite de tes aventures ? Est-ce que tu as encore envie de bouger ? Est-ce que tu as envie de te poser ? Est-ce qu'il y a un lieu en particulier sur lequel tu t'es attaché ? Donc, réponds-nous, ça m'intrigue de savoir, avec tous les différents pays que tu as vus aujourd'hui, lequel t'a le plus marqué ? Oui, parce que du coup, avec Marjorie, donc vous êtes rencontrés pendant tes études. Ouais. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu as déjà répondu à ces questions. Ouais. J'aurais dit le Sénégal peut-être comme coup de cœur. Ouais. Et pour la suite des aventures, on vient d'en parler. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour Marjorie ? Merci beaucoup Marjorie, parce qu'en fait c'est toi qui m'as permise d'être là aujourd'hui, qui m'a mise en lien avec Kelly, et je trouve ça super chouette. J'avais aucune idée des podcasts, et du coup de tout ce qui en découle des échanges, et je trouve ça super intéressant. Donc un grand merci d'avoir pu faire ce lien et de m'avoir offert cette possibilité-là aujourd'hui. Cette petite parenthèse. Ouais. De toute façon, je suis sûre qu'on se reverra, qu'on restera en contact. Donc ça, c'est chouette. Et maintenant, je vais donner mon micro. Ah, T'as la pression ou pas ? je veux les petits pompons. Vous ne voyez pas, mais le micro, c'est un Est-ce petit que t'as pompon. réfléchi un peu ? Est-ce que j'ai oublié une question ou... Non, Attends, je te donne le micro. Après, si t'as rien à dire, tu peux dire non, t'as été une super journaliste. Elle a dit... tu peux peut-être nous raconter comment vous êtes connus. Attends, il faut que je te mette le micro. Est-ce que tu veux nous dire ton prénom, ton âge, d'où tu viens ? Ok, je m'appelle Louise, j'ai 32 ans et je suis belge, 100% belge. Ça s'entend. Voilà. Et j'ai rencontré Hélène en 2019, par hasard. Mais bon, comme je dis que le hasard n'existe pas, voilà. Je préparais un projet de voyage au Sénégal et je me suis renseignée sur un orphelinat et j'ai découvert qu'une chouette nana avait documenté
son volontariat sur l'orphelinat et j'ai pris contact avec elle via les réseaux et on s'est rencontrés que finalement 3 ans plus tard parce qu'on n'était pas sur le même continent en même temps et ça a directement cliqué en fait dès le premier appel qu'on a eu, dès les premiers échanges et à vrai dire on est rarement en même temps sur le même continent et évidemment la semaine où Kelly est venue pour l'interroger, j'étais là donc voilà. Merci la vie. Ouais, C'est exactement. la vie, expérience très, très intéressante, échange super intéressant, surtout dans, j'ai trouvé le mot instabilité, vise stabilité. En fait, je suis tout à fait alignée avec ce que vous dites, parce que je me retrouve carrément en vous, même si j'ai aussi vagabondé, mais pas, voilà, des expériences totalement différentes d'Hélène et de toi, Kelly. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté finalement à beaucoup de gens avec une certaine stabilité, avec qui vont suivre un certain chemin, ce qui n'est pas notre cas. Et je trouve ça chouette, rassurant et en même temps hyper intéressant de justement pas prendre ce chemin, mais d'échanger à ce sujet sur les différentes expériences. On se sent comprise. Exactement. Et moi seule. C'est ça. Et moi, des fois, je me dis, parce que je rencontre tellement de femmes qui sont un peu dans ce... Tu vois, t'as envie de bouger, mais t'as envie de revenir. Je me dis, en fait, il faudrait soit une petite île ou soit un appart de coloc où, tu sais, on peut toujours revenir s'il y a un moment Peut-on donné, on revenir, va ouais, revenir. Exactement. Tu vois, mais avoir cet endroit On devrait peut-être lancer ça, tiens. Bah, on a plein d'idées. Ouais, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Si quelqu'un qui nous entend a beaucoup de pognon, surtout n'hésitez pas, on a plein d'idées. Pour créer des liens, des échanges. Parce qu'on n'est pas seul et moi grâce au podcast j'ai l'occasion justement de rencontrer toutes ces femmes et je me dis j'aimerais trop des fois qu'on puisse tous se retrouver, ça serait mon rêve de pouvoir organiser tu vois justement une semaine où on se retrouve, où on échange parce que toi dans ta période de réflexion ça pourrait t'aider. Ah bah ouais. Il y en a d'autres qui sont passés par où tu passes et je trouve que ça serait trop chouette. Mais est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais dû lui poser? Ouais, moi je reviens sur le plan humain, au niveau de toutes les expériences que tu as vécues. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a été marquante ou la rencontre la plus marquante pendant tes différents voyages? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a touchée? Puisque c'est ça aussi Je peux en finalement. dire 2? Ouais, Allez. Alors une, Alfred au Sénégal, un tout petit de 2 ans, avec qui j'ai vraiment eu un lien fusionnel et j'ai eu l'impression que c'était réciproque en tout cas. C'est un petit qui venait vraiment beaucoup à la maison de lui-même et sa maman à la fin me disait même tu veux pas le ramener parce qu'en fait toi tu lui mettras une meilleure vie. Donc ce relationnel avec un petit, ouais, ça m'a beaucoup touchée. Et je dirais Moche au Rwanda. Donc c'est un homme qui tient un bar dansant, très ambiant, qui a repéré que sur les réseaux sociaux, je postais beaucoup de photos et qui un jour m'a dit on va poster tout ça, on va imprimer tout ça, on va faire une exposition et ça va devenir la décoration de mon bar. Et du coup, à l'heure actuelle, j'ai mes photos exposées dans son bar. Il les a jamais enlevées et ça m'a donné lieu à même une deuxième par la suite. Mais c'est la première personne qui... tout le monde suivait mes photos et beaucoup de gens m'ont encouragée en disant « Oh, imprime-les parce que garde-les, c'est fort ». Ou en tout cas, souligner le « Oh, ça réveille quelque chose ». Mais lui a dit « On va jusqu'au bout, on fait une exposition, on fait un event où vraiment ce soir-là, c'est toi la star et on affiche les photos et on fait que tout le monde puisse venir dans Kigali voir ça ». Et là, ça m'a vraiment... c'est quelqu'un d'important parce qu'il a vu en moi quelque chose d'autre et qui a réveillé en moi du coup une autre partie. J'allais dire quelque chose que toi tu voyais peut-être même pas d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Mais comme du coup ça me fait penser à qui est celle qui m'a rencontrée au Canada, qui m'a donné mon papier, enfin mon livret où j'ai écrit mon autobiographie au fur et à mesure de mes voyages. Elle aussi voilà, ça fait partie de ces gens qui ont parce qu'évidemment, il y en a plein, des milliers, et je ne pourrais pas en sélectionner, mais ceux qui ont, en tout cas, mis un point différent, du coup, un axe différent dans la partie culturelle, dans la partie... Il y a eu un « Ah bah tiens, Hélène, regarde, tu peux aussi écrire. Bah tiens, Hélène, tu peux être vue par tes photos. » Et là, j'avoue que ça m'a fait découvrir en moi une partie que je n'avais pas imaginée. Génial. Écoute, ta question, je vais peut-être l'incorporer dans mes prochains épisodes. J'adore. Mais en fait, pour être honnête, je m'attendais un peu à... Quelle histoire! T'avais une idée en tête? Non, mais je m'attendais à cette réponse d'Alfred, le premier, puisque on a été dans le même orphelinat. Et j'ai aussi tissé un lien avec ce garçon-là, ce petit-là. Alors que des enfants en Afrique, voilà, il y en a énormément et on en a rencontré plein. Mais c'est vrai que cet enfant a été particulièrement marquant et très attachant. Et puis, moi, j'ajouterais quand même que voilà, c'était un garçon issu de la famille voisine de l'orphelinat, dont l'orphelinat l'accueillait quasiment tous les jours, parce qu'en fait, les parents, à l'époque où moi j'y suis allée, ne pouvaient pas lui donner plus d'un repas par jour. Ils n'avaient pas les moyens. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que je m'attendais à cette réponse. T'avais ciblé,
Enfin voilà, je témoigne aussi parce que finalement, c'est vrai que c'était un petit mec très, très, très attachant. Vous avez encore de ces nouvelles? Moi, je l'ai revu là il y a quelques mois. Ouais. Malheureusement, bon, il a grandi. Moi, j'y étais en 2020, on est en 2025. Il m'a pas trop reconnue. Je l'avais revu une fois encore avant, je pense en 2021. Avec les enfants, c'est un peu compliqué parce qu'ils voient du monde passer. J'allais dire, moi, c'est l'effet que j'ai avec les enfants de mes amis là en France. Ça fait plus de 3 ans que je suis pas rentrée et du coup, ils sont en mode où? Qui es-tu? Vraiment, je la connais. C'est ça. Ouais. Bah, je pense que moi, j'y suis pas retournée au Sénégal depuis la dernière fois, donc 4-5 ans, et je pense qu'il me reconnaîtrait pas. Mais c'est marrant parce qu'il va grandir sans savoir qu'il a marqué 2 femmes. Ouais, c'est fort. Hein. Mais je trouve que... moi, je suis vraiment dans l'humain, etc. Et depuis la fois où j'ai pris cette décision de partir seule, je me rends compte que mon réseau a totalement changé et l'humain est vraiment au centre de ma vie. C'est pour ça que j'ai posé cette question et je sais qu'Hélène, elle est comme ça aussi. Donc voilà, tout simplement. Et ben, je vais te repiquer le micro. Je suis trop contente de tester ces nouveaux micros d'ailleurs. J'espère que toutes celles qui écoutent se rendront compte de la nouvelle qualité de ces micros parce qu'ils m'ont coûté un petit peu cher. Ma petite question finale signature du podcast. Bon courage pour répondre à celle-ci. Mais avec du recul, la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? Alors là, on peut écrire un roman là-dessus. La plus grande Peut-être une idée pour les prochains mois. Que j'ai appris sur moi-même. Sur toi-même, oui. Wow. Tu te souviens de Hélène quand elle était encore dans ses années de fac de droit en France et qui détestait d'ailleurs cette fac de droit. Tu te souviens un peu comment elle est et aujourd'hui, si tu pouvais lui dire « Waouh, ma grande, si tu savais cette leçon de vie ». Bah, la grande leçon, suis ton instinct. Waouh, c'est suis ton instinct parce que pour moi, je m'estime chanceuse de... Tout ça est arrivé, mais j'ai toujours eu quelqu'un qui m'a tendu la main, proposé, ou j'ai saisi, mais je veux dire, finalement, j'ai peut-être dû postuler une fois, et je trouve ça extraordinaire, et mon instinct de foncer, d'y aller, des fois tête baissée, mais finalement, j'en suis là aujourd'hui, même si je suis dans des questionnements, je m'estime grandi, enrichi, pour moi c'est fort tout ce que j'ai vécu, et je ne regrette pas une seconde. Après, Marjo, est-ce que je lui dis que dans mon podcast, on n'a pas le droit de dire qu'on a de la chance ou pas? On n'a pas le droit de dire qu'on a de la chance? Non, alors pourquoi? Moi, je vois pas ça comme de la chance. En fait, le fait qu'on est venu te présenter des opportunités, bon, bah, ça, tout le monde en a plein des opportunités. Ouais. Hein. Mais ces opportunités, elles sont pas venues à toi par hasard. Tu as gardé des liens avec certaines personnes. Tu as posté tout ce que tu vivais. Il y en a plein qui ont des réseaux, qui scrollent, mais ils postent rien. Donc, tu vois, pour moi, tout ce que tu as construit, et aussi tout ce que tu as donné de ta personne, bah, de temps en temps, les gens, ils ont voulu te donner aussi. Et toi, t'as pas eu de la chance, tu as accepté ces opportunités. Tu as pris des risques. Il n'y a pas tout le monde qui va partir au Rwanda. Il n'y a pas tout le monde qui va partir à Dunkerque. On comprend pas, c'est vachement bien le carnaval. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, la vie n'est pas de la chance. Pour moi, la chance, c'est avoir la santé ou peut-être même gagner à l'euro-million. Si tu vas pas acheter un billet, tu vas pas gagner à l'euro-million. Donc pour moi, j'ai du mal, tu vois, à utiliser ce mot chance. Et je trouve que des fois, justement, dans les pays... en tout cas en France, pour pas faire de généralité, mais je vais en faire une, c'est qu'on entend souvent ça. Oh, t'as de la chance. Mais non, il y a pas que... en place. Ouais, pour moi, et c'est ça qu'il faut que tu reconnaisses. Alors, suivre son instinct, ça c'est une chose. Ça, je le conçois, j'en parlais encore hier. C'est dur de savoir entendre son instinct s'exprimer. Mais tu as pris des risques, tu as saisi des opportunités, tu as fait des choix. Ça, c'est important de faire des choix. Et tu étais tout le temps dans le mouvement où tu bougeais quand même fréquemment. Et pour moi, la chance n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Non, mais j'aime bien, parce que c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Donc, si t'entends, la prochaine fois que quelqu'un te dit « t'as de la chance », s'il te plaît, dis-lui non. D'accord. Non, c'est intéressant. Non, mais tu vois, ça donne une idée aussi de la personnalité, je pense. Moi, c'est pas que j'ai amoindri, mais je me dis... Je réalise pas ce que j'ai mis en place. Tu vois, tout à l'heure, on discutait, tu me dis « mais tu te rends compte de tout ce que tu as donné ?» Non, on s'en rend jamais compte. Et c'est pour ça que c'est intéressant, les échanges aussi. Et pour ça que je partage aussi, je pense, inconsciemment, parce qu'il y a vraiment cette envie de prendre conscience de qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça ouvre. Et ça, il faut que tu le prennes en compte quand tu fais ton travail de réflexion. Après, on a la chance d'avoir un passeport français, ça je le dis. Ah, parce que voilà, on a de la chance d'être né ici. Ah, oui. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça, on est d'accord, on est d'accord. Complètement même chanceux. si des fois c'est compliqué. Mais... Non, on a énormément de chance. Et même là, je veux dire, quitter une mission en milieu en disant, bah non, là ça me correspond plus, j'écoute mon instinct et j'y vais. Il y a plein de gens qui n'ont pas ce luxe-là.
Et moi, non, j'estime énormément qu'on a de la chance d'avoir un passeport européen. Hein. Clairement. Bah, merci beaucoup. Merci à toi s'arrêter là. D'avoir pris tout ce temps. Merci de m'avoir accueilli. Moi, c'est avec un grand plaisir. On peut continuer toute la journée si tu veux. Mais je pense que là, ça va faire un podcast long et ça risque de pas être écouté. Et ça serait dommage qu'on vienne pas cliquer sur Play. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si tu utilises Spotify quand tu écoutes des podcasts, mais si tu le fais et si toi qui nous écoutes, tu le fais, très important de laisser un petit commentaire, surtout à la sortie de l'épisode, parce que ça permet à ton histoire d'être mise en avant par les plateformes de podcast. Donc tout est basé sur des algorithmes. C'est triste, ce triste monde avec des algorithmes. Mais voilà, si vous avez envie que l'histoire d'Hélène, donc là je m'adresse aux auditeurs, mais si vous avez envie que son histoire soit écoutée et partagée, déjà vous pouvez aussi la partager, mais si vous voulez laisser faire les algorithmes, un petit commentaire. C'est très simple, il y a juste à ouvrir l'épisode, scroller en bas de la page et il y a écrit laisser un commentaire. Ah ouais. Je te montrerai comment faire à toi aussi. J'apprends des choses. Merci vraiment. les filles. Merci à toi. Et puis hâte de suivre la suite de tes aventures. Eh ben oui, avec plaisir. Et toi, merci Kelly de mettre ça en place parce que tu ouvres une possibilité à plein de gens, à ceux qui ont besoin de s'exprimer, à ceux qui ont besoin de réponses à des questions, ceux qui ont juste envie de curiosité et de voyager à travers, de s'ouvrir l'esprit à plein de choses. C'est une plateforme, je pense, d'ouverture au monde, quelles que soient les sphères. Et merci, parce que ça doit te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et nous, on a juste à se faire interroger et recevoir des croissants. C'était vachement sympa. Oui, après, en plus, même je trouve que ce qui est intéressant, on m'a fait la remarque une fois, une invitée que j'avais interrogée, qui a été vivre au Nigeria. Et elle me disait, même elle, son papa, quand il a écouté le podcast, il disait ça peut aussi rassurer d'autres parents. Oui, quand parce que c'est vrai qu'on est des femmes qui partent en solo. Oui. Et c'est vrai que des fois, il y a certaines peurs au niveau familial. Et d'avoir cette plateforme d'écoute et qu'ils se rendent compte que, en fait, parce que je sais pas toi si on te l'a dit, mais mais tout ce que tu fais, c'est fou. Ouais, mais quand tu rencontres d'autres personnes qui font la même chose, finalement, c'est pas si fou que ça. Oui, c'est fou, mais pas si fou. Donc aussi d'ouvrir un peu les champs des possibles. Parce que là, ils partent en sac à dos. Par exemple, pour moi, ceux qui partent en pack sont impressionnants parce qu'ils vont à l'aventure, quoi. Moi, j'ai un boulot quand j'arrive, j'ai rapidement un logement, donc il y a un cadre. Oui, mais t'inquiète, même que tu pars en backpack, il y a de quoi de quoi de loger. Mais comme quoi, chacun a c'est clair. Son degré de peur ou pas peur et d'aventure, quoi. De doute, ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Bonne écoute à tous et merci Kelly.